Je crois quand même que nous allons commencer, même si Karine Lacombe est encore à l'aéroport et Franck Audemar doit être dans le trafic. Donc, c'est un grand plaisir d'ouvrir cette nouvelle session ATHS de 2019 avec ce superbe logo et cette composante internationale. Et nous avons un très beau sujet, même si effectivement pour certains c'est fini. Pour certains, ils pensent que l'hépatite, bien sûr, on l'a guérie et donc c'est moins important et on pourrait croire avec des informations que tout se passe bien, il n'y a pas besoin de mobilisation. Alors on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Et alors, on a la chance d'avoir eu deux événements importants dans le secteur. Il y a eu la Journée nationale française sur les hépatites virales à Paris quelques semaines. Et puis, il y a eu l'ICHU à Montréal. Comme vous savez, ça regroupe tous les spécialistes du traitement des toxicomanes. Et c'est surtout canadiens et australiens, mais c'est de très bon niveau. Et on a la chance que François Bailly, Karine Lacombe y étaient. Donc, ils nous diront un peu ce qui a pu se dire. Alors, c'est vrai que nous sommes à l'an 4-5 des antiviraux directs, puisque c'est fin 93, 2013, pardon. Et donc, on sait que ça marche. Mais voilà, il y a encore du travail à faire. Alors, on a aussi la chance d'avoir une nouvelle étude dont François nous parlera, qui est Barostop. Ça a été une étude avec du papier buvard, etc. Mais cette étude, on verra qu'elle a ses limites. Mais elle nous donne une information un peu inattendue, c'est que d'un seul coup, la moitié des porteurs se seraient envolés. Ils sont dans le maquis. Alors, c'est vrai je peux être un peu ironique parce que l'intervalle de confiance est très large. Et par exemple, on sait bien sûr, comme c'était volontaire, les gens qui répondent sont des gens qui sont quand même plus socialisés que ceux qui ne répondent pas, c'est tout bête. Et les TROD, l'étude des TROD, François nous en parlera, montre bien que quand on va chercher aux avant-postes, on fait des dépistages avancés, et bien on a des grosses surprises et on trouve même chez des non-migrants, chez nos concitoyens qui sont nos voisins, et bien on trouve des taux, des prévalences importantes d'hépatite C. Donc, il y a vraiment, vraiment encore du travail. Et la France s'est avancée. Bien sûr, on a été les bons élèves. Si on est les bons élèves, vous savez pourquoi? C'est à cause du péché originel. Alors, je vous laisserai discuter de ça, mais nous, on vit toujours sous ce concept fondamental du péché originel. C'est pour ça que ça nous stimule et il faut que ça continue à nous stimuler pour qu'on arrive. Alors c'est possible parce que à la louche il reste 100 000 personnes à traiter. On peut en traiter 15 à 20 000 par an. Si en 25 il faut avoir traité les 100 000, c'est faisable. Et surtout qu'on n'a pas de problème d'argent nous en France, vous savez, on n'a aucun problème d'argent. Si je vous dis combien ça a coûté ces 60 000 malades qu'on a traités, combien ça a coûté? On a l'habitude des grands chiffres, 3,5 milliards. Alors j'ai pris ma calculette, parce qu'on nous a dit, oh ben c'est pas cher parce qu'il ne faut pas s'occuper du prix facial, c'est joli ça, prix facial. Ce qui compte, c'est, on a des rétrocommissions, j'utilise des termes un peu inadéquats, et du coup, ça fait baisser la facture. Bah, moi, j'ai été déçu. Parce que 3,5 milliards, quand je prends ma calculette, ça fait du 60 000 € le traitement. Le coût de production du traitement, c'est moins de 200 €. Dans les pays à ressources limitées, c'est le prix d'une guérison. C'est 200 ou
euros, même on peut l'avoir un peu à moins cher si on mégote. Et nous, on a payé 50 000. Donc on est riche. Donc on ne va pas hésiter à finir le boulot et on va tous gagner ensemble. On a des orateurs qui vont quand même argumenter ce que j'ai évoqué un peu à la louche. Et donc, n'ayant toujours pas de modérateur, je vais quand même appeler François Bailly, qui va nous présenter un panorama épidémiologique qui regroupe la France, le Canada, l'Australie et Lyon. Merci, M. Trépeau. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette réunion. Donc, on va commencer cette session hépatite C effectivement sur des données épidémiologiques. Alors, voilà, ça c'est mes liens d'intérêt. Donc, en introduction, je voulais juste donner deux, trois petites infos qui sont probablement connues un petit peu de tout le monde, mais qui permettent probablement de comprendre un petit peu les enjeux qu'on va discuter sur les problématiques de dépistage dans cette maladie. C'est vrai que l'hépatite C, c'est une histoire particulière qui aboutit à une population actuelle de patients malades qui est très hétérogène. L'histoire, vous la connaissez, c'est une maladie au départ transfusionnelle, après la Deuxième Guerre mondiale, avec un pic de la transfusion dans les années 60 qui commence, 70 jusqu'à 90. Puis viennent ensuite les usagers de drogue qui sont un grand bataillon et qui arrivent après. Et toute cette population, du fait de l'histoire naturelle de l'hépatite C, eh bien, cette population, elle va s'accumuler. D'où le terme de réservoir absolument abominable qu'on utilise. Une maladie qui se chronicise dans 80% des cas, aboutit effectivement à un réservoir de population. Mais vous voyez bien que ce réservoir, il a des âges différents et il va progresser différemment dans le temps. Donc si on se place 30 ans, 40 ans après, on a une population qui a vieilli, c'est indiscutable. Les transfusés avant 90, pour la plupart, ils ont 70, 80 ans. Et pour un certain nombre, ils vont mourir avec leur hépatite C. Et puis les usagers de drogue, les usagers de drogue, la masse, elle n'est pas toute jeune non plus. On n'est plus dans le jeune usager de drogue qui a l'hépatite C et qui a 18 ans. On a plutôt des quinquagénaires bien sonnés pour un certain nombre. Donc on a une population qui vieillit et cette population très hétérogène avec l'apport des migrants, l'apport des nouvelles contaminations dont on parlera. Et cette hétérogénéité, elle rend difficile d'une part les études épidémiologiques, et elle rend probablement aussi difficile les stratégies de dépistage très cohérentes, on le verra. Alors, M. Trépeau en a parlé, l'élément très, très radical qui change tout et qui change la vision qu'on a de la maladie, c'est l'arrivée des traitements. Il vous a dit aussi qu'on avait des données épidémiologiques assez récentes dont on discutera, tout ça dans le contexte d'un objectif d'élimination de l'OMS et de la France. Alors, dans le topo, quelles questions finalement on est amené à se poser sur le plan épidémiologique? La première chose, c'est où est-ce qu'on en est en 2019? Combien il y a de sujets infectés? Est-ce qu'on le sait? Combien il y a de sujets qui ont été traités? Nombre de sujets à dépister? Et puis, qu'est-ce qui va nous rester à faire dans ce contexte? Alors, les données épidémiologiques en France, elles sont au départ assez anciennes. Ça, j'ai mis à côté données historiques, mais en fait, pendant très longtemps, ça a été les seules données dont on disposait. Vous voyez que c'est une étude de l'Institut de santé publique de 2004 au départ, qui a été revisitée par des modélisations à 2 reprises. Et les données qu'on avait là sur cette diapo ont été publiées en 2016 sur des données de 2011. Et vous voyez qu'à l'époque, on avait une séroprévalence à 0,75%. Et une prévalence de la maladie active avec un ARN positif de 0,42%, ce qui représentait un peu moins de 200 000 personnes. J'insiste sur l'histoire de la séroprévalence parce que vous verrez que dans les études nouvelles, de façon assez légitime, finalement, on ne parle plus de séroprévalence, mais on ne parle que des patients qui ont de l'ARN positif, ce qui explique en partie les différences de chiffres. Et puis vous voyez que déjà à l'époque, on identifiait ces populations à risque avec finalement 3 grands groupes identifiés dans cette population, les usagers de drogue, la population transfusée avant 1992, les migrants comme population spécifique, et puis tout le reste dont on ne savait pas bien quel était le mode de contamination. Alors donc, on a des données qui ont été communiquées, le BEH vient de paraître avec les résultats de cette étude, ces données ont été communiquées aux journées hépatites du ministère. Donc la méthodologie est un petit peu différente que celle de la précédente. Vous voyez que cette étude s'est intégrée dans une grande enquête téléphonique qui s'appelle le baromètre santé. Au sein de cette enquête téléphonique, donc c'est un échantillon aléatoire de la population, un contact téléphonique, une population de 15 à 75 ans, et au sein des thèmes abordés, il y avait le dépistage des hépatites
B et C du VIH, la vaccination anti-VHB et des situations à risque. Au sein de cette population contactée téléphoniquement, un certain nombre de participants se sont vus proposer un dépistage des hépatites et du VIH, dépistage par buvard, et tout s'est fait par courrier. C'est un élément important, c'est donc des patients assurés sociaux qui avaient plus de 18 ans, qui recevaient un courrier, qui mettaient une goutte de sang sur le buvard et qui renvoyaient le buvard. Donc la méthodologie en tant que telle, vous le voyez bien, et M. Trépeau l'a indiqué, sélectionne de fait des gens qui ont une adresse, qui peuvent répondre à un courrier, qui peuvent se piquer au bout du doigt, qui répondent au téléphone. Donc on voit bien qu'on est certes dans la population générale, mais une population générale un peu triée. Alors les résultats de cette étude, voilà les grandes lignes. Vous voyez quand même que c'est un effectif au départ important, 20 000 personnes interviewées, 17 000 sollicitées pour faire le dépistage par buvard, et au total, un peu moins de 7 000 personnes qui ont renvoyé un buvard. Donc effectivement, en termes d'effectifs, c'est intéressant, avec les limites qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc en termes de prévalence, vous voyez que là, on a une prévalence qui a baissé, 0,30%, mais je vous rappelle qu'il faut la comparer au 0,40 d'ARN positif sur la diapo précédente. Donc c'est 0,3% de la population qui est porteuse d'un ARN du VHC, ce qui représenterait 130 000 personnes, un peu plus de 130 000 personnes. Et ça, cet élément est aussi à discuter. Dans cette étude, parmi les gens dépistés positifs dans l'étude, bien 80% connaissaient déjà leur infection. Ce qui permet d'extrapoler, ou permettrait d'extrapoler, qu'il restera actuellement en France plus de 25 000 personnes qui ne seraient pas diagnostiquées pour l'hépatite C. Alors j'ai juste mis, ce n'est pas le sujet du jour, l'hépatite B, parce que c'est difficile de dissocier les choses. Là encore, les résultats, on pourra peut-être en discuter, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps. Les résultats montrent une nette diminution de la prévalence de l'hépatite B aussi, qui est assez étonnante finalement, parce que pour l'hépatite B, il n'y a pas eu de traitement et l'histoire naturelle n'a pas changé radicalement, mais ça, je pense, soulève quand même le problème de la méthodologie de cette étude, puisque vous voyez que dans cette étude, on a la même prévalence pour l'hépatite B et pour l'hépatite C dans notre pays, ce qui est pour moi un petit peu douteux. Alors si on se focalise sur l'hépatite C, qu'en est-il de cette prévalence? Donc je l'ai dit, 0,3% de la population, un peu plus d'hommes que de femmes, c'était déjà le cas auparavant. On parlait de l'âge de la population, mais vous voyez que c'est plutôt des gens qui ont plus de 45 ans. Hein. La prévalence augmente chez les 46-75 ans. On retrouve le groupe des transfusés avant 1992, dont je vous ai dit que c'était une population qui vieillissait. Et puis le risque lié à l'expérimentation ou aux antécédents d'usage de drogue, avec une prévalence à 12%. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes évolutifs, puisque le sujet, c'était l'évolution de cette prévalence? Vous voyez que ça, c'est les modèles qui sont faits à partir des données disponibles. Vous voyez qu'on partait effectivement en 2004 de plus de 200 000 personnes et qu'on est théoriquement à 130 000, ou en tout cas, on suspecte environ 130 000 personnes. Et puis surtout, ce qui est à mon sens très étonnant, c'est l'augmentation majeure du nombre de gens qui connaissent leur statut. Et je crois que là, on est vraiment, ça ramène à discuter un petit peu le biais de sélection de cette étude, c'est-à-dire que, effectivement, quand on va faire une enquête chez des gens qui sont très insérés et qui sont en général pris en charge sur le plan médical, ils ont une bien meilleure connaissance de leur statut que des gens qui ne vont pas répondre à l'enquête. Alors, une autre donnée épidémiologique importante, c'est l'estimation de l'incidence. Alors là, les données de prévalence, elles sont compliquées, elles sont forcément extrapolées. Les données d'incidence, c'est, j'aurais tendance à dire, encore pire. Hein. Donc vous voyez qu'il y a une estimation dans la population générale à faible risque qui serait d'environ 550 nouveaux cas par an. Et puis il y a deux groupes dont on considère aujourd'hui qu'ils sont la source des nouvelles infections, si l'on exclut les migrations, ce sont les usagers de drogue, avec une estimation qui serait un peu moins de 5000 nouveaux cas, nouvelles infections par an, et puis les ACSH, en particulier VIH positif. On en reparlera un tout petit peu, avec en particulier les épidémies un petit peu européennes d'hépatite aiguë C qu'on a vues dans la population VIH. Au total, on estime dans ces données de Santé publique France à 5500 les nouvelles infections chroniques par an. Et voilà, pour finir, l'estimation des hépatites C au 1er janvier 2019, puisque les données de l'étude Baromètre, c'est 2016. Si on tient compte des nouveaux traités, si on tient compte des décédés, des nouvelles infections, en sachant qu'on n'a pas de données sur les flux migratoires et sur l'apport, entre guillemets, des migrants dans cette population, on serait aux alentours de 100 000 personnes porteuses actuellement d'une infection chronique virale C active en France. Donc, on peut discuter sans fin du niveau de ce chiffre, quoi qu'il en soit.
même si on sous-estime, et c'est probable, le nombre d'infectés, 100 000, ça nous laisse du travail à faire, hein, et clairement, la mission, elle est là. Alors un mot sur les populations spécifiques, parce que c'est vraiment un élément important. Depuis qu'on étudie l'épidémie de l'hépatite C, ben on se focalise un petit peu, on essaie d'en savoir plus sur ces populations spécifiques. Donc vous voyez qu'il y a deux graphes là, sur cette diapo. La première, les petits ronds, là, c'est ce qui est issu des rapports hépatites coordonnés par Daniel Dumeau. Et sur les données épidémiologiques de l'époque, vous voyez qu'on avait 4 grands groupes qui étaient un peu spécifiques. D'une part, les usagers de drogue, on en a déjà parlé, avec des données sur cette diapo de séroprévalence qui était majeure. Hein. Les usagers de drogue ont massivement rencontré le virus d'hépatite C. Les migrants, avec une séroprévalence élevée, l'incarcération et la co-infection. Si on regarde un petit peu ce qui a été travaillé, parce qu'on n'a clairement pas de données plus récentes dans cette population, si on regarde un petit peu comment ça se passe en matière de prévalence de la RNVHC, vous voyez que chez les usagers de drogue, la séroprévalence estimée, à partir essentiellement quand même de l'étude Coquelicot, qui date un peu, on le verra, hein, on considère qu'effectivement on est au moins 30% d'usagers de drogue qui seraient porteurs actuellement en France d'une hépatite C. Et on verra que c'est très hétérogène. Les chiffres chez les homosexuels masculins sont beaucoup moindres, mais sont directement liés aux pratiques. Et effectivement, avec le surrisque lié au chemsex ou au slam, qui est associé à un risque beaucoup plus important. Et vous voyez que les données sont beaucoup plus faibles. On a très peu de données dans les populations migrantes. Là, on a une étude dans les populations en Île-de-France, des populations afro-caribéennes, et dans les consultations de PASS, où on a des prévalences élevées. Ce qui est important, c'est que vous voyez que la connaissance du statut sérologique dans cette population est globalement faible, même si elle est relativement plus importante chez les usagers de drogue. Vous voyez qu'on est quand même, chez les usagers de drogue actifs, on est à moins de 50% qui connaissent leur statut sérologique. Et alors même qu'un grand nombre ont déjà été dépistés dans leur vie, ce qui n'est pas du tout le cas des populations migrantes ou précarisées. Alors, est-ce qu'on en sait plus avec cette étude? Clairement, on va dire les choses clairement, on n'en sait pas plus, parce que cette grande étude, je vous l'ai bien dit, va assez peu s'intéresser à ces populations. Alors, on a des données dans l'étude Baromètre sur les usagers de drogue. Vous voyez effectivement ce qu'on voyait tout à l'heure, un surrisque indiscutable lorsqu'il y a un usage intraveineux, mais vous voyez que la précarité, en tout cas, un des marqueurs de précarité ne ressort pas dans cette étude, alors que c'est sorti dans toutes les études précédentes. Ça pose un petit peu question, mais finalement, est-ce qu'il y avait beaucoup de précaires dans cette étude? C'est la vraie question. Et puis, l'élément finalement un peu nouveau, c'est qu'on documente le fait que les tatouages et les piercings est associé à un surrisque. Effectivement, on avait peu documenté jusqu'alors. Mais pas d'infos nouvelles sur les populations spécifiques. Alors, les usagers de drogue, pour finir là-dessus, on reste sur les données de Coquelicot, que vous connaissez, en sachant que l'élément important, c'est que cette enquête Coquelicot va être renouvelée en 2020 et nous donnera probablement une idée un peu plus claire sur la situation qui a, à l'évidence, beaucoup évolué chez les usagers de drogue, avec un élément qui est très intéressant quand on regarde un petit peu les différentes expériences, c'est qu'il y a là encore une grande hétérogénéité selon les sites, selon les modes de prise en charge, et que ça évolue très vite. Je vous ai mis là, pardon, je ne sais pas comment on recule. Bon. Est-ce qu'on peut reculer, vous savez? Non. Bon. Peu importe, je vais le faire a cappella. Donc, je vous avais donné l'expérience du XAPA de notre hôpital, où finalement, on a un XAPA dans un service des pathologies, donc effectivement, les patients sont dépistés et ont accès au traitement. Et globalement, la prévalence de la RNVHC dans notre population est passée de 2013, on était à un peu moins de 20%, on est à 2% aujourd'hui. Et ça s'est fait, je dirais, assez simplement parce qu'on a la structure qui va bien. Hein. Ce n'est pas parce que les gens sont meilleurs, mais c'est parce que l'environnement est favorable. Et donc, ça peut évoluer très, très facilement. Je suis certain que dans d'autres XAPA, dans la même ville, à Lyon, on aura une situation qui sera complètement différente aujourd'hui. Donc, c'est une situation qui est mouvante, qui va beaucoup varier selon ce qui a été mis en place et qui peut varier assez vite dans ces populations. Alors, la deuxième population à risque, c'est les co-infectés, hein, on l'a vu. Alors, les co-infectés, je dirais que les choses sont maintenant beaucoup plus simples. Ça, c'est des données qui sont issues de l'accord DATAIDS qui regroupe l'ensemble
un bon nombre de centres de prise en charge du VIH en France à partir du logiciel NADIS. Et vous voyez que là, on regarde ce qui se passe en fonction du statut VHC chez des patients VIH. On part de 2012, on arrive fin 2016. Et vous voyez, ça a manifestement changé depuis 2016. Et vous voyez que globalement, on a en bleu clair les guéris, en orange les gens qui ont ça c'est des guéris spontanés, les gens qui ont été traités et qui ont guéri. Et vous voyez qu'au total en 2016, 82% des patients VIH n'ont plus d'ARN-VHC, sont soit guéris, ont été pris en charge pour leur hépatite C. Quand on sait qu'en 2016, on a eu un accès encore plus large et des antiviraux avec beaucoup moins d'interactions médicamenteuses que ceux de première génération, on peut considérer que probablement dans cette population de patients VIH pris en charge pour leur VIH, eh bien, la prévalence de l'hépatite C est maintenant très faible. Alors, est-ce qu'il n'y a plus de problème dans cette population? Pas tout à fait, puisque ça, c'est l'autre élément qu'on a évoqué. On a vu apparaître depuis quelques années des micro-épidémies, pourrait-on dire, d'hépatite C aiguë dans différentes villes d'Europe, avec des clusters un petit peu bien définis sur le plan virologique. On voit que c'est les mêmes virus quand on analyse la transmission virale chez ces patients, des cas regroupés et des hépatites C aiguës qui vont parfois se renouveler, des patients qui en font plusieurs, qui sont dans tous les cas liés à des pratiques soit d'injection, soit des pratiques sexuelles à haut risque. Alors c'est effectivement le SLAM, c'est le chemsex, et c'est des pratiques sexuelles invasives. Et vous voyez que globalement, ça a augmenté chez les patients VIH, et puis dans notre cohorte à Lyon, on a vu apparaître des patients non VIH, PrEPeurs, chez qui on voyait arriver les hépatites C aiguës, avec exactement le même profil virologique, c'était les mêmes virus. Et ce qui est intéressant, je ne l'ai pas sur la diapo, c'est que cette montée en flèche, là, qui représentait sur un centre plus de 100 patients en quelques années, eh bien, ça y est, c'est descendu. Et depuis, en 2018, c'est beaucoup plus bas, et depuis le début de l'année, on a beaucoup moins, on a encore quelques-unes, mais beaucoup moins d'hépatite C aiguë. Donc c'est un phénomène qui a été pris en charge, on pourra en discuter, en partie grâce à des traitements précoces. Alors, autre population pour lesquelles on a, à mon sens, encore moins de données, c'est les précaires et les migrants. Alors, dans la plupart des études, ils sont poolés, parce qu'effectivement, beaucoup de nos migrants sont précaires. On verra néanmoins que les deux éléments sont pertinents à prendre en compte quand on va parler de dépistage. Donc, vous voyez, sur cette diapo, ça c'est donc... décidément, je n'ai pas de chance. Est-ce qu'on peut reculer la diapo éventuellement? Non? S'il vous plaît? Non? Bon. Alors c'est pareil, voilà, merci beaucoup. Donc sur cette diapo, il ne faut pas que je me trompe de bouton. Donc sur cette diapo, vous voyez que effectivement, le pourcentage de séropositifs VHC dans cette population était de plus de 8%. Un point important, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas venus chercher le résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de faire du dépistage, il faut encore pouvoir donner le résultat et que la suite continue. Pascal nous en reparlera. Et puis vous voyez que les paramètres associés, on a effectivement les pays d'origine qui vont avec des hétérogénéités importantes, une surreprésentation des hommes, et puis une connaissance du statut qui est évidemment très très faible dans cette population. Alors on pourrait dire finalement... L'important, c'est la migration, c'est les pays de forte endémie. Ça, c'est des résultats de ce qu'on fait à Lyon sur du dépistage avec une équipe mobile de dépistage dans des lieux de vie de précaires. C'est des CHRS, des CADA, très peu de XAPA, foyers de jeunes travailleurs, ainsi de suite. Mais vous voyez que ça, c'est des données de l'année dernière. Plus de 900 patients qui ont été contactés, des propositions de TROD, il y a eu plus de 800 TROD et TRIC-TROD qui ont été faits. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les résultats du VHC, certes, effectivement, il y a une surreprésentation de certaines régions du globe, mais que la précarité, y compris dans la population qui n'est pas migrante, est associée dans ces centres-là à une très forte prévalence du VHC. Donc, ces populations précaires qui se retrouvent en centre d'accueil, qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent dans les centres de soins, sont à haut risque d'infection VHC. Et puis, dernier point sur ces populations particulières, et celle-là, vous avez vu qu'elle n'était pas dans les rapports, elle n'est pas évoquée. C'est probablement un peu ce qu'on a appelé avec Benjamin Rolland le réservoir oublié, c'est la population psychiatrique. Ça, c'est une étude suédoise qui est issue, les Suédois ont de gros registres où ils screenent toute la population et ils ont évalué dans la population porteuse de troubles mentaux sévères la prévalence de l'hépatite C. Et vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est très impressionnant puisqu'on est à plus de 4,5%
de prévalence de l'infection virale C dans cette population. Donc ça, c'est un point qui est majeur. Et clairement, il y a en parlant de dépistage, il y a un enjeu essentiel sur le dépistage de cette population qui est actuellement complètement sous-dépistée, que ce soit en ambulatoire ou en établissement hospitalier. Je crois que là, le champ est complètement ouvert et c'est vraiment un élément important. Alors, un tout petit point pour finir sur l'épidémiologie, sur les réinfections. Finalement, vous savez effectivement qu'il y a des réinfections. Moi, j'ai deux messages importants là-dessus. La réinfection, effectivement, elle existe. Vous voyez que ça, c'est des méta-analyses peu anciennes, mais qui n'ont pas beaucoup bougé. Le plus haut risque, il est chez les patients co-infectés. Un risque intermédiaire lié à l'usage de drogue. Et l'enjeu de ça, c'est de se dire finalement, ce qu'on a entendu un certain nombre de fois, en particulier chez les co-infectés, à quoi bon retraiter cette hépatite? Ça fait 2 fois qu'il fait une hépatite aiguë. Est-ce vraiment légitime? A fortiori avec la notion du coût qu'on avait dans notre pays. Je crois que ça, c'est un élément qui est très clair. Il y a 2 arguments très forts par rapport à ça. Vous voyez que les patients, et ça on va le voir encore mieux là, donc ça c'est la prévalence du... ça, c'est une étude de Colombie-Britannique, on voit l'incidence des hépatites C aiguës. Puis là, on voit un petit peu les facteurs associés à ces hépatites C aiguës. Ce qu'on constate, c'est que finalement, ceux qui vont faire des hépatites C aiguës et des réinfections sont les populations les plus à risque, clairement. C'est-à-dire que vous traitez un patient, s'il se réinfecte, c'est qu'il a des conduites à risque. Et l'idée de dire on ne va pas retraiter le patient, c'est complètement contre-productif parce que c'est ces patients qui sont les plus à risque qui vont être les plus à même de contaminer le reste de la population. Donc clairement, la stratégie, elle est de dire finalement, toute recontamination doit être traitée au plus vite parce qu'on sait que c'est elle qui va être la source d'autres contaminations. Et donc vous voyez qu'on est au-delà de tout enjeu éthique ou moral ou je ne sais quoi. Je crois que de façon très pragmatique, ces réinfections, elles doivent donner lieu à des retraitements de façon importante. Et puis pour finir, quelques mots de dépistage. Donc ça, c'est des données du baromètre de l'éradication virale de SOS hépatite. Donc Pascal nous en parlera peut-être. Vous voyez que l'estimation, c'est qu'il resterait à peu près, au vu de ce qu'on a fait, 100 000 patients à traiter. C'est ce que nous disait M. Trépeau. On en traite, vous voyez que l'évolution des traitements au fil des années était variable en fonction de l'accès aux nouveaux médicaments. Et puis vous voyez qu'elle a plutôt tendance à baisser un petit actuellement, parce qu'effectivement, on a traité une grande partie du réservoir, il va falloir aller chercher les autres. C'est l'enjeu important. Alors, quelle population à dépister? Qu'est-ce qu'il faut proposer comme dépistage? Là encore, ces chiffres ils peuvent être discutés, mais ils ont pour but d'illustrer une réalité. On a des populations à risque, et là j'aurais tendance à dire qu'on n'a pas à se poser de questions. Les populations à risque, il faut les dépister, il faut tout mettre en œuvre pour les dépister. La question finalement, c'est les autres. Comment on va aller chercher ces patients qui sont dans la nature, qui n'ont pas forcément sur leur front un risque avéré, qui ont peut-être couru un risque il y a très longtemps, mais qui l'ont oublié. Et ça, c'est un vrai débat. Donc, pour répondre à cette problématique, le dépistage universel a été évoqué pendant un temps, c'est-à-dire qu'il était proposé un dépistage universel à tout le monde une fois, des 3 virus, probablement au milieu vers la cinquantaine ou un peu avant, mais ça, ce n'était pas défini. Et cette étude-là montrait que c'était coût-efficace. Donc ça a été prôné à un moment donné par les différents rapports scientifiques qui disaient c'est probablement ça ce qu'il faut faire, en sachant que ça n'a jamais été recommandé pour l'instant, et on verra que ce n'est probablement pas ce qui va se faire. Alors si on regarde un petit peu cette stratégie, vous voyez qu'il y a encore du chemin, parce que ça, dans l'étude baromètre, on voit les antécédents déclarés de dépistage dans la population qui a été testée. Vous voyez que chez les gens qui n'ont pas de facteur de risque avéré, vous voyez qu'il y en a très très peu, finalement, qui ont eu accès au dépistage jusqu'alors, avant qu'il leur soit proposé. Et que même chez les transfusés avant 92, vous voyez qu'il y a c'est minime. C'est-à-dire que c'est une population dont on sait qu'elle fait partie des risques historiques, et dans notre baromètre, il n'y en a que 20% chez qui il y a eu un dépistage. Il faut se dire qu'un certain nombre de ces patients ne savent pas qu'ils ont été transfusés, en tout cas ne l'ont pas intégré. Alors, pour finir, finalement, les recommandations de dépistage en France et leur évolution. Donc, au départ, population à risque, cytolyse. Les sociétés savantes ont travaillé, ont dit, de toute façon, c'est ridicule de dépister le C tout seul, il y a des risques communs, donc il faut dépister les autres virus avec. Probablement, compte tenu du risque lié aux hommes, il faut le faire au moins une fois chez tous les hommes et absolument pendant la grossesse. Ça, c'était 2014. 2016, rapport d'Humeau, recommandation AFF 2018, on évoque le dépistage combiné universel. Et puis, on était dans l'attente d'une conclusion, ou en tout cas d'un avis de la HAS. Alors, on a eu une intervention à la journée des hépatites de la HAS qui a revisité un petit peu cette stratégie, qui a revisité l'étude dont je vous ai parlé, et qui considère qu'aujourd'hui, l'intérêt du dépistage universel n'est pas démontré, et on partirait plutôt sur un renforcement du dépistage ciblé dans les populations à risque.
qu'on associerait de façon légitime à de la réduction des risques. Et ça, on pourra discuter de ce choix. Alors, de façon très pratique pour finir, moi je voulais voir un petit peu dans une population qui prend en charge des patients addicts, quand on est une équipe d'addictologie, qu'est-ce qu'on peut faire de ces constats de façon pratique? Et je crois que finalement, au-delà du débat sur les stratégies de dépistage, les choses sont assez simples. Je pense que pour nous, addictologues, il faut dépister tous nos patients. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Un patient qui fait partie des groupes à risque, qui soit précaire, qui soit migrant, a fortiori s'il a un usage de drogue, il doit bénéficier d'un dépistage des 3 virus, ça c'est incontournable. Pour ça, il faut s'en donner les moyens, et on sait que c'est parfois très difficile dans certaines structures, en particulier des structures associatives. Et puis il faut être imaginatif, parce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, on s'aperçoit qu'il faut utiliser les méthodes. Il y a de nouveaux outils, on en parlera probablement, il y a de nouvelles stratégies, mais je pense que ça, c'est l'imagination qui va nous permettre d'accéder à ce dépistage. Et puis, il faut aussi ne pas se tromper quant à la légitimité. Je pense qu'aujourd'hui, les équipes d'addictologie sont les mieux placées pour faire ce boulot. Sont celles qui connaissent les mieux ces populations, et c'est elles qui peuvent le faire. Et puis, dernier point, il faut penser à redépister nos patients. Alors ça, je crois que c'est vraiment important, non pas uniquement à cause des réinfections. Certes, il y en a un certain nombre qui se réinfectent, un usage de drogue qu'on va traiter, qui continue à s'injecter, il faut le redépister, c'est clair. Mais aussi parce qu'un bon nombre de patients qu'on dépiste dans les programmes de dépistage ont déjà été dépistés, mais n'ont jamais été pris en charge. Et le redépistage, entre guillemets, c'est souvent ce moment-là qui va être le booster pour la prise en charge. Donc, je pense qu'il faut répéter le dépistage, je pense qu'il faut dépister tous nos patients. Voilà, je vais juste finir en reprenant quelques points de conclusion. On a une tendance à la diminution de la prévalence en population générale, mais c'est en population générale, et on n'a pas une belle vision de ce qui se passe dans les populations particulières. Il reste au minimum plus de 25 000 personnes à traiter, donc il y a encore du boulot. Clairement, on a peu de données dans ces populations à risque, et les données qu'on a là sont difficiles à extrapoler. Et je crois que les données qu'on a dans les populations à risque de prévalence sont très parcellaires. Donc la stratégie de dépistage unique, elle a des faiblesses, clairement, d'un dépistage systématique sur toute la population. On voit bien qu'elle a des faiblesses du fait de cette hétérogénéité, et probablement que si on propose à tout le monde un dépistage, finalement, les gens les plus à risque n'auront pas accès parce qu'ils n'auront pas accès aux soins. Donc c'est un des éléments de la faiblesse. Pour autant, est-ce qu'il faut aller contre? Je ne suis pas sûr. Mais clairement, la HAS semble plutôt partir sur une optimisation du dépistage ciblé. Donc clairement, je redis, dépistage combiné des 3 virus dans toutes les populations à risque, en particulier chez les patients addicts, répéter le dépistage, et puis pour faire la transition avec ce que nous dira Pascal, toute stratégie de dépistage nécessite quand même d'avoir pensé à la suite, et ce n'est pas tout de dépister un patient, il faut qu'il vienne chercher son résultat, et puis il faut qu'on l'amène vers le soin par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci François pour ce beau panorama bien actualisé avec les questions clés. Donc pour amorcer la discussion, ce redépistage, parce que globalement, tu as raison, les gens ont oublié, mais quand même la probabilité de se réinfecter, à part les sous-groupes homosexuels particuliers, c'est quand même faible. Oui. Et les toxicomanes hyperactifs. Mais... Quand je parle du redépistage, je pense que c'est encore une fois, il y a vraiment deux sens. Le premier point, c'est être conscient qu'un certain nombre de populations qui seront exposées à des risques peuvent se réinfecter. Donc quelqu'un qui continue à s'injecter, il faut au moins qu'il soit dépisté une fois par an. C'est le minimum. Ça, c'est clair. Mais c'est une situation qui est, à mon avis, indiscutable. Ce que j'évoquais, c'est plutôt l'intérêt du redépistage, entre guillemets, chez des gens qui finalement ont été dépistés il y a longtemps et qui n'ont pas du tout été pris en charge. On le constate, ça, quand on va faire des campagnes de dépistage dans les CARUT, par exemple, dans des centres d'hébergement. On va proposer des TROD, les gens vont les accepter, on va faire un rendu de résultats, et finalement, quand on les voit et quand on leur donne les résultats, ils disent « oui, je savais ». C'est-à-dire qu'il y a un bon nombre de gens qui n'ont pas été aux soins parce que ce n'était pas le moment, parce que c'était une autre période de leur vie. Et finalement, ce temps où on refait un TROD va les repositionner dans un soin. Alors, c'est peut-être pas effectivement très académique, j'entends bien, mais j'ai vraiment l'impression que la campagne de dépistage, et on le voit bien en tout cas sur les populations précaires, elle récupère aussi des patients qui avaient déjà été dépistés mais qui avaient été pris en charge.
Bon, c'est de l'hyperpratique. Alors, toujours dans l'hyperpratique, est-ce que traiter le maximum d'usagers va réduire le nombre de nouvelles contaminations? Donc là, la prévention, comme pour le VIH, est-ce que ça fait ses preuves? Alors, c'est difficile de valider ça complètement. Je crois que le meilleur modèle qu'on a, c'est quand même les infections aiguës dans les populations HSH. Oui, c'était la perche. C'était voilà. La perche. C'est vrai que le constat qu'on a fait dans l'expérience qu'on a à Lyon, c'est qu'on a très tôt, mais comme dans beaucoup de centres, pris l'option de traiter très vite les hépatites C aiguës dans cette population, sans attendre les RCP, les choses. Donc les gens étaient traités très vite, que ce soit des PrEPers ou des patients VIH. Dès que le diagnostic était fait, validé, on initiait les traitements très rapidement. Force est de constater que l'épidémie est en train de se tasser et qu'on a l'impression qu'il y a moins de cas. Alors, c'est probablement pas la seule explication, il faut être prudent, parce qu'il y a eu aussi de la prévention, il y a eu de la judiciarisation, il y a eu plein de choses qui sont intervenues dans notre périmètre qui ont eu un impact sur cette évolution. Néanmoins, c'est complètement cohérent de se dire que quelqu'un qui est exposé de façon répétée à des risques et qui se trimballe avec une charge virale relativement élevée, une hépatite aiguë, il faut effectivement faire chuter cette charge virale au plus vite pour éviter qu'il contamine d'autres sujets. Oui. Allez-y. Un micro. Donc, je suis présidente de Xapacarud et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la réduction des risques, le rôle de la réduction des risques dans l'hépatite C. Donc longtemps, on nous a dit que ça servait à rien, qu'on avait planté, qu'on avait été bon pour le sida, mais pas tellement pour l'hépatite. On est en train de démontrer que c'est plus compliqué, mais qu'on y arrive. Et moi, je voudrais insister sur le rôle des pairs. Donc je préside une association d'usagers où on a instauré un système de parrainage. C'est-à-dire, moi, je suis sidéré, je suis psychiatre, je ne suis pas du tout... je suis sidéré par... Il faudrait qu'on s'interroge quand même sur la façon dont on donne des diagnostics, où on informe les gens sur leur statut, entre être séropositif, non mais docteur, je l'ai déjà, enfin bon, bref, ils ne savent pas. Ils ne savent pas et on se retrouve avec plein de gens, finalement, chercher les sérologies, ça ne sert pas à grand-chose, parce que la plupart des gens... qui ont une sérologie positive ne sont pas allés plus loin, ils ne sont pas allés voir si... Bon, plus les réinfections, comme vous l'avez signalé. Donc moi, je pense que ce qui peut changer la donne, alors pas que, c'est véritablement d'avoir des personnes qui elles-mêmes ont été soignées et qui sont d'abord en capacité d'expliquer les choses à leurs camarades dans des conditions, dans un langage adapté, etc., de balayer tous les fantasmes de tous ceux qui ont connu l'interféron, etc., mais non, il n'y a pas d'effet secondaire, etc. Et nous, ce qu'on a mis en place à Marseille, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je voulais juste mettre ça en avant. Merci. Merci de cette intervention qui est fondamentale. C'est du pratique efficace. Mais encore faut-il avoir la structure, la motivation. Je pense que votre association n'est pas... Il n'y a pas beaucoup d'équivalence. Par exemple, nous, on n'a pas ça à Lyon. À Sud, oui, bien sûr. D'autres points, oui. Alors, oui. Vas-y, François. Non, le travail des pairs, je pense que c'est un élément important, mais je pense qu'effectivement, Karine se lève, parce que dans les stratégies de micro-élimination dont elle va nous parler, c'est effectivement un élément essentiel, je crois. Oui, d'ailleurs, Karine, vous devriez être par ici. Je n'ai pas osé monter sur le podium alors que vous aviez déjà débuté, je suis désolée. Oui, François, je voulais te poser la question, parce que tu as abordé tout ce qui concernait le dépistage, et en particulier les stratégies de dépistage, celles que l'on a en France. Est-ce que tu ne penses pas qu'elles pourraient être optimisées, puisque ça reste quand même encore un circuit un peu lourd. On fait soit un TROD, mais ensuite on confirme par un ELISA une charge virale, etc. Comment tu vois un peu l'amélioration des stratégies de dépistage en France avec les outils qui sont à nos dispositions? Est-ce que tu penses par exemple aussi que les autotests dans certaines populations pourraient avoir un intérêt? Alors oui, je n'ai pas abordé tous les nouveaux outils. C'est vrai que il y a deux enjeux dans le dépistage. Il y a effectivement aller trouver la population, faire les tests, et puis que les gens reviennent chercher leurs tests
reviennent chercher le résultat et rentrent dans le soin. On le voit dans l'étude des casos, là c'est un vrai problème. Il y a beaucoup de gens chez qui on va faire un TROD, à qui on va redonner un rendez-vous et qui ne viendront pas. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Donc pour répondre à ça, il y a effectivement des outils. Donc il y a les TROD couplés au CFED, donc on va faire de l'ARN en 1 heure. Ça, c'est des outils qui sont importants, mais qui sont quand même lourds à mettre en œuvre. C'est-à-dire que même si ça paraît super sur le papier, c'est quand même pas rien à mettre en œuvre. Et puis, on parlait de l'INSU tout à l'heure. Là, j'étais très étonné. J'ai discuté avec quelqu'un qui faisait ça à l'INSU. C'est très intéressant. Ils font ça dans une équipe mobile. Et en fait, ils s'aperçoivent que les usagers de drogue qui viennent dans la camionnette, eh bien, il y en a plus de 50% qui n'attendent pas 1 heure parce que c'est trop long. Donc la situation magique, je dirais qu'elle est probablement compliquée à mettre en place. Donc bien sûr qu'il faut simplifier au maximum la technicité, probablement réduire au maximum les rendez-vous, mais je crois aussi qu'il ne faut pas se leurrer. Dans cette population, si on veut accéder aux soins, il faut aussi créer du lien, et je reviens au père, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que dépister, c'est une étape du parcours de soins, et qu'il faut que les liens soient là. Donc après, en fonction des structures, il y a des pairs, ça peut être l'occasion de la délivrance de la substitution. Enfin, je pense qu'il faut imaginer localement des outils qui permettent de rester en lien avec les patients qu'on va dépister. Chez les précaires, c'est un des gros enjeux. En CADA, on fait du dépistage, on propose du vaccin, on revient, ils sont partis. Et donc ça, c'est un enjeu majeur qui va bien au-delà, à mon avis, de la technique. Alors bien sûr que la technique nous aide, mais... Très bien, voilà. Très bien. Karine, votre présence est souhaitée sur l'aile gauche. Bon, écoutez, François, bravo, merci, tu nous as bien éclairé. Et puis maintenant, on va appeler un cascadeur. Donc Pascal a trouvé une nouvelle formule, un nouveau concept, et il va nous développer ça à sa façon. Donc, Pascal, voilà. Bonjour, merci Monsieur Trépeau. Je voulais remercier pour l'invitation l'équipe locale, Jean-Pierre et Arcaïs, pour leur courage et leur abnégation de maintenir le THS depuis des années et d'oser même le faire pendant une Coupe du Monde de rugby. Alors ça, c'était un pari colossal ici en plus. Donc bravo. Je vais passer, c'est là. Alors ça, c'est dans l'autre sens. Donc pour avancer, c'est là, d'accord. Donc je présente mes liens d'intérêt avec AbbVie, Gilead, MSD et une petite association dont vous avez peut-être entendu parler, SOS Hépatite Fédération, qui essaye de mobiliser les choses et les gens pour faire bouger les choses. Alors aujourd'hui, on est tous en deuil. On doit faire notre deuil du dépistage universel. On le disait, on pensait tous qu'on allait pouvoir faire ça. Des éminents chercheurs nous avaient dit au niveau épidémiologique, ça peut être coût efficace. Et puis avec l'évolution de la maladie et le nombre de guéris, c'est peut-être plus coût efficace. Et du coup, il va falloir faire autrement. Donc c'est un deuil à faire. Un traitement universel sans dépistage universel, est-ce que c'est possible ? Ça, c'est un vrai débat qui va traverser toutes nos questions aujourd'hui. J'y répondrai probablement pas, et j'y répondrai sûrement pas. Des espaces sociaux sans hépatite, est-ce que c'est possible ? On était tous partis sur ce concept-là. À SOS Hépatite, on avait essayé des villes sans hépatite, comme l'ont fait les gens de Strasbourg, comme l'ont fait les gens de Marseille, comme l'ont fait les gens de Montpellier, qui s'engagent aujourd'hui pour faire Montpellier zéro hépatite. Donc on y croyait, on a fait, avec les gens des Ardennes, on a fait une compagnie républicaine de CRS sans hépatite. On est allé faire un village sans hépatite. On a dépisté comme ça, et on était dans ce contexte d'espaces sociaux. Moi, j'ai un des usagers qui m'a demandé de faire une tour en plein milieu de la ville, une tour de 15 étages sans hépatite. C'était possible. Est-ce que ce sera encore un modèle qu'il faudra garder, à suivre ? Des micro-éliminations. On en a parlé beaucoup, des micro-éliminations. Alors, ce n'est pas faire disparaître les nains, je vous rassure largement, mais par contre, ça va nécessiter une macro-prise de conscience pour la part de nous tous pour arriver à faire des micro-projets.
Une maladie sans modèle, c'est vrai que c'est la première maladie chronique guérissable, donc on n'a pas de modèle, on expérimente, on fait le chemin avec la maladie, avec l'évolution de l'épidémie. Donc c'est toujours compliqué pour les médecins, les chercheurs d'avoir une maladie sans modèle et une histoire naturelle que nous revisitons perpétuellement. On s'aperçoit aujourd'hui, quand un toxicomane, on disait 70% des toxicomanes sont atteints d'hépatite C, mais ce qui est drôle, c'est que quand on voyait un toxicomane arriver il y a quelques années, on savait que 7 fois sur 10, il allait être virémique. Aujourd'hui, un patient sur 2 seulement est virémique. La plupart des toxicomanes qu'on voit arriver avec une sérologie d'hépatite C ont déjà été traités et sont guéris. Donc on vérifie qu'ils ne se sont pas réinfectés, mais ce n'est plus le cas majeur. Et puis un modèle d'une guérison qui ne passe pas par la vaccination. Toutes les grandes maladies qu'on a été capable d'éradiquer sur la planète, on est passé par la vaccination. Là, on a à portée de main la guérison, l'élimination de l'hépatite C, mais il va falloir qu'on soit en capacité stratégique d'éliminer en utilisant les traitements sans utiliser la case vaccination. Donc tout le monde parle de cascade de soins. Alors j'avoue que c'est mon cri de colère aujourd'hui. Moi, ça commence à m'énerver un petit peu, les cascades de soins, on en parle. Si je vous dis cascade, vous pensez à quoi? Vous pensez à des torrents? Est-ce que vous pensez à des rivières indomptables? Des pubs un peu anciennes, que les anciens se souviennent peut-être, avec des jeunes qui, sous une cascade, avec des boîtes dont je ne dirais pas le nom, mais de savon, sont là. On pense à des cascades pour des prises de risques, et on pense à une rivière qui coule du haut vers le bas, mais c'est un côté inéluctable, la cascade. Or, aujourd'hui, toutes nos cascades de soins, elles sont revisitées sans arrêt. Donc, est-ce que pour vous, une cascade, c'est plutôt ça, ou est-ce que ce serait plutôt ça? Et depuis le temps qu'on vous dit qu'il y a le feu, effectivement, moi j'aurais envie de dire, on est des cascadeurs. Et est-ce qu'on sera encore des cascadeurs en 2020? Je vais essayer de vous montrer. Alors le mot cascade, à l'INCHU 2019, dont parlait M. Trépeau, il y avait plus de 34 posters où le mot cascade figurait. Tous les pays se sont posé la question de leur cascade de soins. Comment je fais chez moi? Est-ce que j'y arrive? Où sont les marches? Et le problème que je trouve, c'est qu'on n'est plus capable de regarder le problème dans sa globalité. On fait des cascades et on analyse chaque marche. Quelle est ma marche pour ne pas dépister? Pourquoi de dépistage à la recherche d'ARN, j'ai encore une marche? Et on réfléchit les choses marche par marche. Or qu'à un moment, il est temps de regarder les choses globalement et dire qu'est-ce que le patient va pouvoir faire pour aller faire toute cette expérience-là. Et je pense que l'expérience des pairs, une cascade, ça n'a pas de sens à l'échelon individuel. Est-ce que je mets le nez dedans et je vais aux soins ou pas? Je ne vais pas dire oui, je fais la sérologie, mais pas la PCR, je fais la PCR, mais pas la fibrose, etc. Dans le parcours d'un usager, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est pour ça que le père, lui, va pouvoir donner ce sens-là. Donc, c'est des expériences énormes, avec des variations énormes. La loi n'est pas la même dans les différents pays. Il y a des pays qui n'ont pas encore la buprenorphine. Il y a des pays où on n'a pas d'échangeur de seringues. Il y a des pays où le TROD n'est pas autorisé encore, comme au Canada, dans certains endroits. L'échange de seringues au Canada, je suis allé discuter avec eux, il est en face-face. Il n'y a pas d'échangeur. Il faut que ça passe par un médiateur. Vous voyez que tout ça, après, fait que votre cascade, vous n'allez pas pouvoir comparer ce qui a marché au Canada avec ce qui a marché dans un autre pays. Et puis, ce serait quoi la cascade idéale? Pour moi, la cascade idéale, c'est un lac, on ne perd personne du début à la fin, et on est sur un système qui est horizontal. Alors, je vais vous donner quelques exemples de cascades, parce qu'il faut quand même qu'on en parle. L'Islande, on nous dit aujourd'hui, l'Islande, c'est fait. Alors, c'est simple. Hein. L'Islande, comme vous voyez, ils avaient... c'était un peu simple, hein, c'est une île, ils avaient 1000 personnes infectées. Ils se sont dit, allez, on s'y met. Et c'est en 2016, à l'arrivée des nouveaux traitements, ils se sont dit, allez, on y va. Ils ont dépisté tout le monde. Donc, sur les 800 infectés qu'ils imaginaient, ils en ont trouvé 741. Et vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup de pertes. Ils sont arrivés à guérir la plupart des patients. Et c'est le premier pays aujourd'hui qui peut dire « nous, on a éliminé l'hépatite C ». Donc bravo, on leur met une médaille. Petit bémol que je mettrais, regardez les guéris, 633, ça veut dire que globalement, on a 15% de patients qui ne sont pas guéris. On accepte de dire on a éliminé, on laisse 15% de patients infectés. Ça veut dire qu'on a toutes les conditions. C'est comme si des pompiers qui avaient éteint un feu de forêt partaient en laissant des braises. Ça risque de repartir, on va voir. Si là, vous n'avez pas un programme de réduction des risques hyper pointu, solide et costaud, l'épidémie, elle va repartir. Et c'est ça qu'on doit discuter aujourd'hui. C'est des traitements forts pour une réduction des risques forte. Et c'est tout l'enjeu des congrès comme le THS. Une autre cascade de soins, pour vous montrer que tout n'est pas gagné, c'est les Américains. Alors, dans les cascades de soins, il y a aussi l'accès aux droits, hein, l'accès aux traitements possibles et aux droits sociaux. C'est évidemment un frein majeur. Et vous voyez que les Américains... Pardon, est-ce qu'on peut faire marche arrière, s'il vous plaît? L'accès aux traitements
aux États-Unis, ils sont aujourd'hui à simplement 10% de gens qui arrivent aux soins. Mais pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une énorme perte sur les droits sociaux. Donc eux, ils considèrent que la façon, là, c'est tous les laboratoires qui avaient concentré, vous voyez, 172 000 patients, c'est énorme. Ils avaient concentré, c'était les patients qui avaient 2 résultats positifs qui devenaient négatifs. Donc c'est discutable, mais en tout cas, il n'y a que 10% de gens qui accèdent aux soins aujourd'hui. Donc c'est une cascade où là, on donne un signal d'alarme. Un projet qui est présenté aujourd'hui, dont les résultats sont présentés aujourd'hui à Marseille, à la FEF, c'est effectivement le projet Parcours en Ile-de-France, où là, on a été dans un accompagnement physique des patients qui étaient porteurs VIH, et vous voyez que les traitements, il y a un peu moins de pertes, mais c'est pas encore, on passe quand même des PCR effectués à 387, à la fin à 259, donc il y a encore des pertes de patients. Et puis, je veux rendre hommage quand même localement. Ce n'est pas une attaque contre Arcaïs ni contre les copains, mais vous voyez qu'eux aussi, ils ont regardé leur cascade locale. Et sur les patients qui avaient un TROD positif, ils étaient 27, pour les amener au traitement, on reste à 8 patients. Donc, on a forcément des pertes. Et nous, les professionnels, on va analyser les étapes les unes après les autres. Ce n'est pas du tout ce que vont faire les usagers. L'estimation de la cascade au niveau national, international, elle est catastrophique, puisque sur les 70 millions de personnes qui sont atteintes d'hépatite C, on estime qu'il y en a 20% qui sont diagnostiquées et 1,5% seulement de traités. Donc vous voyez que toutes nos discussions, elles doivent amener un éclairage aussi international. C'est bien une maladie pauvre qu'il vaut mieux avoir dans un pays riche. L'élimination de l'infection par le VIH, les enjeux que nous a donné l'OMS, c'est d'intensifier les politiques de dépistage et d'ouverture au traitement, mais attention, ce n'est pas les traitements qu'on va surveiller, c'est le nombre de nouvelles infections qu'il faut faire réduire et la mortalité. Donc vous voyez que tout cet enjeu-là, ce n'est pas de suivre le nombre de traitements, c'est de suivre le nombre de nouvelles infections. On pourrait très bien faire une stratégie de dire on fait que de la réduction des risques pour éviter les nouvelles infections. Et je n'ai de cesse de rappeler ce qui a été montré par l'OMS à l'INCHU l'année dernière, c'est-à-dire que pour avoir un traitement fort, il faut une réduction des risques forte. Et je reprends avec vous cette politique de réduction des risques. 179 pays avec des usagers de drogue avaient répondu à cette enquête. 93 pays avaient des échanges de seringues. 87 pays des traitements de substitution pour les patients addicts. Donc on arrivait à la conclusion que seulement 1% des usagers de drogue injectables vivaient dans un pays avec des pratiques de réduction des risques suffisantes. Ça, il faut le dénoncer. Politique de réduction des risques selon les pays. Donc vous voyez que les programmes d'échange de seringues, et là c'est intéressant, puisqu'on avait fixé comme objectif de donner quelques centaines de seringues par usager et par an. Et vous voyez que les gens qui sont dans les clous, on a l'Australie, quelques pays du Nord, nos camarades suisses, mais la France n'est pas dans les objectifs qui étaient fixés par l'OMS, puisqu'on est on a une estimation globale de 33 seringues distribuées par an et par usager. Du côté de la réduction des risques avec l'accès au traitement de substitution, là on est bon, puisque sur 100 usagers de drogue, on est dans la fourchette où 40 usagers de drogue en moyenne peuvent accéder à des traitements de substitution. Donc ça c'est bon. Et la donnée qui est intéressante, c'est que quand on couple les deux pour contrôler, et pour dire qu'on va pouvoir contrôler l'hépatite C correctement, en fait il faut avoir les deux facteurs. Il faut donner suffisamment de seringues et avoir suffisamment d'accès aux soins. Donc il n'y a que très peu de pays qui arrivent à régler les deux en même temps. C'est la Hollande, l'Australie, l'Autriche et la Norvège. Et vous voyez que là, on a des pays, on est juste sur la porte, on frappe à la porte des gens qui font bien. Il y a la France. Pourquoi? Parce qu'on est encore insuffisamment en accès aux seringues. Il faudrait arriver à la barre des 200 ou 300 seringues par an et par usager distribuées pour pouvoir avoir une RDR qui fasse le poids face à l'hépatite C. Donc tout ça, c'était pour vous montrer qu'il y a le traitement, mais il y a la RDR, et comme l'a dit François tout à l'heure, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Alors il faut sortir du dépistage. La seule cascade en 2020, c'est celle des recontaminations pour moi. C'est ça qu'on devrait suivre. Tout patient qui rentre dans une structure de soins devait être traité jusqu'à preuve du contraire. Il ne devrait pas rester l'hépatite C. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les équipes disent « Allez, je suis à 80% des gens qui ont été dépistés, pris en charge, c'est quand même pas mal. » Sauf que quand on regarde dans le groupe des 20% qui ne se sont pas fait dépister, il y a 3 fois plus d'hépatite C dans le groupe qui n'a pas fait les tests, parce que c'est des gens qui ont peur, qui ne sont pas rassurés. Et là, il faut qu'on ait des stratégies pour aller chercher ces patients-là. On trouvera de moins en moins de patients positifs, on est tous d'accord, et tant mieux. On parlait de 0,3%, tant mieux.
Le dépistage doit être essentiellement un temps d'information sur la protection. Quand nous, on fait des actions de dépistage, régulièrement, nos payeurs, nos bailleurs, l'ARS vient nous dire « Alors, vous avez fait une action, vous avez fait combien de tests, combien avait de gens positifs ?» Nous, on refuse maintenant de dire combien on a de gens positifs. On leur dit juste « On a fait 250 sérologies et on a passé 20 minutes avec les gens et on a 250 personnes qui savent comment ne pas se contaminer pour l'hépatite C. » Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit donner les chiffres aujourd'hui. Arrêtons de faire des cascades avec l'accès aux soins, c'est combien de personnes vont avoir les informations pour se protéger. Alors, où on en est? François a eu la gentillesse de présenter notre baromètre. Je vous présente les derniers chiffres qui datent du mois d'août. Vous voyez qu'on est redescendu encore. On annonçait qu'on était à moins de ce qu'on avait passé sous la barre des 100 000. Ce baromètre, il est fait avec les gens de l'industrie. Il est critiquable pour plein de choses. On est bien d'accord. Au mois d'août, avec les ventes de médicaments qui étaient reconnues et à partir d'un travail qui est fait avec Françoise Roudot, on estime à 94 000 patients le restant atteint d'hépatite C en France. Alors, il y a encore du boulot. 80% des gens seraient informés de leur sérologie. Ce n'est pas forcément ce que nous, on ressent sur le terrain. Mais bon, OK, je veux bien. L'important, c'est de discuter, c'est de continuer d'avancer. Ce travail, il est bien sûr discutable et évaluable. La cascade des traitements, elle est intéressante parce que en 2017, on a traité 18 000 patients. On a dit, c'est super, on y va. Sauf que moi, je mets un bémol. Je dis à nous tous, qu'est-ce que vous avez traité en 2017? Vous avez traité vos tiroirs, vous avez ouvert vos dossiers, vous dites, celui-là, je le connais, il a une hépatite C, les traitements n'ont pas marché, je le rappelle, je le traite. Et on a fait le plus simple, c'était rappeler les patients qui étaient en échec de traitement. 2018, on est à 13 000 traitements. Et vous voyez le cas sur 2019, on espère tenir les 12 000, mais ça va être très compliqué. Donc le nombre de traitements diminue. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus que les nouveaux patients à aller chercher. Les gueules cassées, ceux qui étaient derrière nous, voilà, ils ont été traités, maintenant c'est bon. Donc quand est-ce qu'on va s'arrêter? C'est aussi une bonne question. Est-ce qu'on va accepter de laisser 15% de patients non guéris? Quand on a les objectifs de l'OMS, quand on nous dit l'élimination pour 2025, c'est les choix de notre ministre, mais à quel moment on va dire, allez, il reste 20 000 patients pas traités, c'est pas grave, on laisse tomber. Donc jusqu'où on va et comment on compte? Quand on nous dit en 2022, on aura fait 120 000 traitements, c'est la moitié du chemin, mais on démarre de quand? Le chemin, il a démarré quand pour vous? Ça, c'est des questions politiques qu'il nous faut répondre. Ce qui nous manque, à mon avis, il nous manque une nouvelle enquête de prévalence. On n'a rien depuis 2004 de façon sûre et solide. Comment peut-on prendre des décisions politiques? À partir de là, on part avec des modèles qui ont été refaits en 2011. Il est urgent qu'on ait des modèles. Alors, je sais que les usagers se posent la question de la déclaration obligatoire, on est pour, on n'est pas contre, etc. Regardons ce qui s'est fait dans le VIH, regardons ce qui s'est fait dans l'hépatite B. Les déclarations obligatoires de l'hépatite B aiguë, elles éclairent nos stratégies politiques. C'est évident. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas, pour mieux comprendre l'épidémio résiduelle de l'hépatite C aujourd'hui, intérêt à se poser la question de la déclaration des nouvelles hépatites C? Et puis, il faut réécrire l'histoire naturelle en 2020. Arrêtons de parler des transfusés, c'est derrière nous. C'est quoi aujourd'hui l'hépatite C sur les dernières années? Comment évolue la maladie? Et ça va être intéressant parce qu'il y avait des gens qui passaient sous le radar, et en particulier sur les transmissions sexuelles dans des pratiques particulières avec des échanges de sang. Et je pense aux slameurs particulièrement, où on n'est pas capable aujourd'hui d'aller vers eux. Mais là encore, c'est les pairs qui vont nous aider à aller vers cette population-là pour connaître les modes de contamination et adapter les pratiques de prévention. On attend les TROD VHB qu'on nous a annoncés pour les mois à venir, et puis les TROD multitests. Et puis voilà où je veux en venir, c'est qu'il nous faut des concepts nouveaux. On voit bien qu'on réfléchit avec des concepts anciens. Et là, j'ai une proposition un peu folle à vous faire. Est-ce qu'on pourrait maintenant continuer dans un dépistage ciblé? Oui. On a dit pas d'annonce de dépistage universel à la journée nationale, on en prend acte. Un dépistage des 3 virus au moins une fois au cours de la vie, ça a été dit, répété. A priori, on va continuer de garder ça. Ne plus regarder l'addictologie et les addicts comme des réservoirs. Les réservoirs, c'est pour, dans les déserts, garder de l'eau. Certains pourraient dire que le réservoir, c'est ce qu'il y a au bout du préservatif. D'accord, mais en tout cas, nous, on ne veut plus être le réservoir de l'hépatite C du côté de l'addicto. Et donc, ce concept, ce serait quoi? Je vous propose un concept qui est celui de la pêche à la mouche. Aujourd'hui, je vous invite à devenir tous des pêcheurs à la mouche. Un pêcheur à la mouche, c'est un pêcheur particulier. Nous, on doit devenir des dépisteurs particuliers. Pourquoi? L'addictologue, il est au milieu des addicts. On ne parle pas du Xapal, on parle pas de la... voilà, on est dans une structure, on est avec nos patients addicts. Tout comme le pêcheur,
On ne le voit pas, mais il fait corps avec la rivière. On regarde le paysage, on regarde la rivière. L'addictologue, il doit être là. Alors la pêche à la mouche, elle est intéressante, si vous regardez un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est différent de la pêche au chalut. C'est pas on ramasse tout ce qui passe, on arrache les coraux, etc. On va vers une pêche raisonnée. On peut prendre différents poissons. Ça dépend de ce que l'on cherche. Ça va être intéressant de se dire, est-ce que je vais pêcher la truite aujourd'hui? Est-ce que je vais pêcher l'ombre? Est-ce que je vais aller chercher un poisson ou un autre? Est-ce que je veux dépister un toxicomane, un précaire? Ça va être différent. On ne va pas faire du dépistage universel, on est d'accord. Ça peut se pratiquer dans différents lieux. Ah ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'on va aller dans un squat, dans une maison de retraite, dans une rue, dans une prison? Et là, nous, on se dit, les espaces sociaux, c'était peut-être intéressant, c'est peut-être des rivières particulières où il y aura des stratégies différentes. Et puis, c'est connaître l'endroit et les poissons. Le pêcheur à la mouche, il vous dit, je vais mettre la mouche devant le poisson. C'est de savoir où va être le poisson, quels sont les trous dans lesquels il peut se cacher, quels sont les bons endroits pour aller chercher. Et on ne dépiste pas au hasard comme on ne pêche pas au hasard. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire confiance et aux pères qui seront capables de dire « moi j'ai des copains qui savent où il y en a qui ne sont pas traités, qui ont peur, etc. » Et il faut y aller. Adapter sa mouche. Alors vous voyez que j'utilise volontairement pas le mot « leurre ». Certains pêcheurs parlent de leurre. Non, ça c'est les sauvages. Nous on parle de mouche. Le trod va avoir une place précise pour un poisson précis, pour être dans des endroits précis. Le buvard aura d'autres stratégies pour aller chercher. Le fibroscan aussi, en alcoolologie, on a montré son intérêt pour aller à la rencontre de patients alcooliques sur l'état de leur foie, etc. Donc en fonction de ce qu'on veut trouver, on va utiliser des outils de dépistage différents. Toujours la pêche à la mouche. Regardons le vocabulaire des pêcheurs à la mouche. Le upstream, ils vont vers l'amont. Aller vers l'amont, c'est la RDR. C'est remonter à la source, c'est aller chercher où étaient les patients qui ont pu contaminer les autres. Mais à l'inverse, le downstream, c'est aller vers l'aval. C'est aller vers le suivi des guéris. Qu'est-ce qu'on fait? On ne les lâche pas, on continue d'avoir une politique de RDR, de surveillance des cirrhoses, de la non-recontamination. Le no-kill, ça je trouve ça génial. Le no-kill, c'est on les remet dans l'eau, on ne mange pas les poissons, on ne les tue pas. Moi je dirais, don't punish, on ne les remet pas en prison non plus. Donc on les remet dans leur élément et on arrive à les accompagner au mieux. Le wading, ça c'est encore un terme génial en pêche à la mouche. C'est les gens que vous voyez avec des cuissardes monstrueuses, ils vont dans la rivière. Ils vont marcher dans la rivière, suivre le courant, aller à la rencontre des poissons. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec des travailleurs sociaux, avec certains addictologues? On se met les mains dedans, on y va, quoi. Et c'est ça dont on a besoin, c'est ces gens-là qu'il faut écouter. Donc la pêche à la mouche, plus qu'une pêche, c'est une philosophie. Et je vous invite de regarder votre travail en disant « je veux devenir pêcheur à la mouche ». N'ayons pas peur de marcher dans la rivière pour vivre avec les poissons et mieux les comprendre. Alors aujourd'hui, allez, je fais de la provoque, je sors du cancer, nous aussi on doit avoir nos thérapies ciblées, puisqu'il va falloir faire du test plus en plus précis, du micro, du nano-dépistage, et puis aller chercher ces patients-là. Alors il y a des groupes qui sont un peu particuliers, dans lesquels on pourrait vraiment faire un travail de ciselé. C'est les co-infectés, c'est les hémophiles, c'est les slammers par exemple, c'est les personnes incarcérées, c'est les guéris, c'est les réseaux sociaux. Et là je vais vous donner un exemple qui date de 5 jours. Regardez ce qu'on a eu il y a 5 jours sur la page SOS Hépatite, quand on mettait des choses nouvelles. J'ai été cobaye pour le traitement de l'hépatite C en 2013, non répondant étant hémophile. À ce jour, aucun traitement pour les hémophiles contaminés du VHC. Si vous mettez quelqu'un derrière l'écran, un usager, quelqu'un de guéri, et c'est ce qu'on fait pour répondre à ces patients-là, là, vous avez en face de vous quelqu'un qui répond, vous avez une hépatite C active d'un patient qui ne veut plus entendre parler de traitement. Et 2 lignes en dessous, moi, j'attends le vaccin, car les comprimés, je ne peux pas les avaler. Le vaccin thérapeutique de l'hépatite C, on n'y est pas. Donc là, en 5 minutes de connexion, vous avez 2 personnes qui sont porteurs d'hépatite C qu'il faut absolument choper à la mouche et les amener tout doucement, les ramener vers le dépistage, la rencontre médicale, le soin. Donc oui, il y a du travail aussi à faire sur les réseaux. Et ça, c'est du boulot d'activistes, c'est du boulot de patients, de pairs qui deviennent des experts, mais qui deviennent des experts, et on est en droit de dire on veut faire ce job-là. Alors, selon le BEH, oui, il y a des recontaminations. On les estime à 7,9 pour 100 patients année traités guéris. On est à 4,4, mais souvent, ce qui est assez drôle, c'est que ces patients, si vous réfléchissez, ça veut dire 1 sur 25 dans un centre d'addicto, sur 100 patients que je vais guérir, donc j'en ai 1 sur 25 qui va se recontaminer. Donc qu'est-ce que je veux leur donner comme message de réduction des risques? Et on doit continuer de faire baisser ce taux de recontamination. Alors, nous, on a décidé qu'avec ce traitement-là, il y avait des choses à faire.
il y a informer la population générale. SOS Hépatite a mis en place plusieurs projets sur appeler au dépistage, mais aussi informer la population générale pour mieux connaître son foie, savoir en prendre soin, ne plus avoir peur d'un malade porteur d'une hépatite et lutter contre la stigmatisation. Donc dans une des actions, c'était la campagne bruyante. Et je vais vous proposer en avant-première de regarder un spot qui va passer dès la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. On a fait cette campagne brillante-là, c'était une union sacrée entre l'AFF, SOS Hépatite et puis les deux majors de l'industrie. Et on a fait le tour de France avec des actions d'information de la population générale. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, on a eu l'impression d'amener de l'information. Et voilà le spot qu'on en a tiré. Transmise par le sang, l'hépatite C peut sans un bruit évoluer en cirrhose ou en cancer du foie. Mais aujourd'hui, on guérit l'hépatite C. Et ça, tout le monde doit le savoir et donc se faire dépister. Alors nous avons fait le tour de France pour sortir l'hépatite C de son silence. L'événement sportif le plus bruyant de tous, 3 semaines de compétition, 12 millions de spectateurs sur un parcours de plus de 3400 km. Quoi de mieux pour tous vous rencontrer, tous vous informer et tous vous dépister de l'hépatite C? Pour ça, nous avons conçu un camion bruyant, vraiment bruyant, pour que partout tout le monde nous entende. Et vous nous avez entendus, vous avez crié, vous avez hurlé, vous avez chanté, vous nous avez encouragés, vous vous êtes époumonés. Grâce à vous, tous ensemble, nous avons fait beaucoup de bruit contre l'hépatite C. 4000 décibels cumulés, soit l'équivalent de 223 480 machines à laver, 348 stades de foot, 42 décollages de fusées et plus de 13 millions de personnes sensibilisées. Maintenant, c'est à votre tour. Faites-vous dépister et éliminons l'hépatite C. Merci beaucoup. Bravo Pascal, c'est du très très bon Pascal, il n'y a pas de problème. Donc on doit un peu accélérer parce qu'on s'est mis en route progressivement pour attendre les orateurs. Donc maintenant, question brûlante pour Pascal et puis après on enchaîne le regroupement peut-être. Ah ben si tu le dis. Il y a une brûlante pour Pascal, pas de... Enfin c'est super ton concept de pêche à la mouche est absolument génial. Il faut vite faire qu'on te voit avec les cuissardes. Hein? Parce que ça donnera un plus certain. Bon, excellent ce concept, hein, il est vraiment magnifique. Donc on enchaîne. J'écoute ce que dit notre mastermind. Donc on va aller cette fois-ci à Barcelone. Et Johan Colomb, qui est un spécialiste de santé publique, va nous donner l'éclairage de la santé publique d'un grand pays qui est l'Espagne. Ah, la Catalogne, c'est aussi l'Espagne. Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici, un plaisir pour que j'adore cette cité, ce pays. Et aussi, j'adore mon ami Jean-Pierre Arcaiz et autres personnes qui m'ont invité chaque jour, chaque année, à participer à cette rencontre. Je voy a hablar en español y me sabe mal porque veo muy poca gente con auriculares y no sé si ustedes todos lo entienden. En todo caso, si tienen tiempo y si no, pues muchísimas gracias y disculpen no poder continuar en francés. Voy a intentar explicarles un poco nuestra experiencia. Nuestra experiencia efectivamente se enmarca dentro del Estado español, pero como saben ustedes tenemos competencias exclusivas en cada comunidad y voy a explicar la experiencia concretamente de Cataluña. Como dice la OMS, la mortalidad anual global sigue siendo la hepatitis una de las más importantes. Fíjense ustedes cómo sigue siendo la segunda causa de mortalidad más importante dentro de estas 4 enfermedades tan clásicas que utilizamos como la tuberculosis, la hepatitis, el VIH y la malaria. Y si miramos el número de personas afectadas, encontramos con 71 millones de personas afectadas en el mundo. Una de las más importantes, precisamente en nuestra región. Sí, voy a ir rápido porque tenemos menos tiempo. Si miramos la población, la prevalencia en España sí que tenemos datos concretos.
Hay un estudio de seroprevalencia muy reciente, publicado en el año 2019, que es este segundo estudio que se hizo en analíticas de sangre en centros de atención primaria. Ven aquí ustedes la prevalencia total de anticuerpos en España en esta población de 20 a 80 años, es del 0,85 de anticuerpos, y la infección crónica RNA positiva es de 0,22, más en hombres que en mujeres de forma importante. Si miramos el grupo de edad, y eso nos puede explicar el por qué hacer o no despistaje universal, vemos que efectivamente el grupo de hombres de 50 a 59 años es el más importante. Por debajo de los 40 la prevalencia es prácticamente muy baja. Eso hay que tener en cuenta también que este tipo de estudios no recoge poblaciones ocultas, recoge poblaciones generales, convencionales, que van a un centro de atención primaria. En Cataluña también hemos hecho un estudio reciente dirigida por una conocida y amiga hepatóloga catalana que con nuestro apoyo hizo un trabajo en los centros de atención primaria, un estudio de prevalencia en los centros de atención primaria de Cataluña, no por población que va a los centros, sino por población que le corresponde. Y en este caso, nosotros somos 7,5 millones de personas en Cataluña, tenemos aproximadamente, nos sale una prevalencia del 1,1% de la población, con una presencia de viremia activa de 0,47%, y además un 20% de estas personas desconocen que están infectadas. Hicimos también un estudio de mortalidad desagregada para conocer cuáles eran las primeras causas de mortalidad en la población y efectivamente nos sigue saliendo que la hepatitis C es una de las 15 primeras causas de mortalidad atribuible. Si miramos la Estrategia Mundial de la Salud, la Estrategia Mundial habla de eliminar y no erradicar. Me parece un concepto muy importante. Erradicar solo se puede erradicar con una vacuna. Eliminar o microeliminar sí se puede conseguir y se habla de un objetivo final en el 2030, pero para llegar al 2030 en condiciones, eso significa, en su concepto de eliminar, reducir los casos incidentes en un 90% y reducir la mortalidad en un 65%. Y eso, para hacer eso, se necesita mucho antes, en el 2020, es decir, ya diagnosticar el 50% de los casos, tratar el 75% de los tributarios y suprimir víricamente o curar el 90% de los mismos. Todo ello reduciendo la infección nosocomial, que se habla poco pero sigue siendo importante, y además ampliar, hacer un esfuerzo extraordinario para ampliar la cobertura de los centros de reducción de daños. Aquí tienen la previsión de eliminación por países. España está en una muy buena posición. Después de Islandia, España es el país que tiene más posibilidades de eliminar la hepatitis C. Francia también está muy bien posicionada, Australia, Japón e Italia. Pero para eso se necesitan estos 4 pilares fundamentales. Concienciación y alianzas para movilizar recursos. Segundo, políticas basadas en la evidencia. Tercero, tratar como prevención, que es y prevenir la transmisión. Y luego, como no, ampliar los servicios de detección, atención y tratamiento. Este es el número de personas tratadas hasta ahora en los distintos países. Como ven, España es el país que tiene una mayor tasa de tratamiento, 16,13 por 10.000 habitantes. Ha tratado más de 130.000 personas desde junio del 2015, a partir del tratamiento antiviral. Y hasta julio del 2019 en Cataluña, solo en Cataluña, 7,5 millones de habitantes, hemos tratado 28.150 pacientes, también a partir de junio de 2014-15, con un gasto total de 323 millones. Del informe de evaluación del 2018 tenemos 5.600 personas tratadas, insisto, solo en Cataluña, edad media 56 años, 58 hombres, duración del tratamiento 8 semanas del 51%, 12 semanas 49%. Y con una respuesta viral sostenida a las 12 semanas, es decir, curación del 96,4%. Tenemos un tratamiento sencillo, muy bien tolerado, corta duración y altamente eficaz. Pero para eso hemos hecho un cambio de paradigma. Y yo les hablo desde la perspectiva de salud pública. Soy médico, pero mi especialidad es la salud pública. Y el enfoque que hemos hecho a la hepatitis C en nuestro medio, en nuestro entorno, ha sido un enfoque de salud pública. Hemos pasado de los años 2014, 15, 16, basados en la salud más individual y en el tratamiento,
a verlo desde una perspectiva más colectiva. Y eso significa prevenir, cribar, tratar y atender la enfermedad crónica. Y eso significa un cambio importante, pasar de un tratamiento más individualizado a una visión de colaboración multidisciplinar, en que hepatólogos, microbiólogos, infectólogos, especialistas en drogodependencias, personas, entidades comunitarias, organizaciones y asociaciones de usuarios tienen un rol relevante. Este es el cambio importante de esta historia. Aquí tenemos algunos países que tienen unas políticas muy especiales, como Islandia, Georgia, Australia, junto con, yo me diría, permítanme, con Cataluña, porque hemos sido avanzados en este tema, y como no, Francia y Escocia. Francia, además, creo que con un elemento muy interesante, que es la posibilidad de tratar desde la atención primaria e incluso que el seguimiento lo hagan profesionales no médicos en muchos casos. Eso yo creo que es un cambio importante. En Cataluña hemos creado un programa específico dedicado al virus de la hepatitis C, a las hepatitis en general, perdón, al VIH y a las infecciones de transmisión sexual, que tengo en estos momentos el honor de dirigir. Y además hemos aprobado un plan específico de eliminación, aprobado por el Gobierno de Cataluña. Y este plan tiene, como ven ustedes, está muy desarrollado, tiene 6 objetivos generales, 47 específicos, 131 actuaciones. No se preocupen, no les voy a hablar en absoluto de todo eso, pero sí que les voy a decir los 6 grandes ejes. Y el primer eje es cuál es la situación, cuál es el state of art. Y ven aquí, población general, ya lo he dicho, hablo de Cataluña en estos momentos, población general 0,47 virémicos. Hombres que hacen sexo con otros hombres, el único encuesta que tenemos es una autoadministrada y nos sale una prevalencia autodeclarada en el estudio EMIS, que es europeo, del 2,7%. En personas emigrantes, para nosotros este es un elemento muy importante, procedentes de países con alta prevalencia, 7,1% son procedentes de la Europa del Este, 3,1% de subsaharianos y 5% de la India. Prevalencias, estas son las prevalencias de estos países. Personas que se inyectan drogas. Tenemos estudiado este colectivo. Para nosotros la prevalencia es muy elevada, 65,8% y viremia 48%. Personas coinfectadas con virus VIH. La prevalencia de anticuerpos en este caso es del 26%. Y finalmente cárceles. Las cárceles también las controlamos y es competencia nuestra de Cataluña y estamos en condiciones de decir que podremos eliminar la hepatitis C en las cárceles en el año 2021. Tenemos en estos momentos una prevalencia de 4,9 y una viremia de 2,7. ¿Y cuáles son nuestros grandes objetivos? Pues reducir la incidencia de nuevas infecciones por el virus de hepatitis C. ¿En qué colectivos? En colectivos muy especiales, pero utilizando el sistema que decía antes mi colega, es decir, utilizando el sistema de la pesca con la mosca, es decir, entre las personas que se inyectan drogas, muy importante, mejorar el tratamiento, la implementación del programa de intercambio de jeringuillas. Decía que en Francia tienen 30 jeringuillas por año y persona. En Cataluña tenemos 280. 280. En España nos da mal el resultado, el promedio, pero en Cataluña tenemos una política de reducción de daños tremenda desde hace muchos años. Y tenemos casi 300 jeringuillas por persona y año. Distribuimos gratuitamente 1 millón de jeringuillas al año. Tenemos 16 centros de reducción de daños. Tenemos más de 2.000 usuarios activos formados peer-to-peer desde el año 2007. Estamos con 8.000 personas en tratamiento con sustitutivos opiáceos y tenemos más de 4.000 personas en las 17 salas de venopunción higiénica que tenemos. Y eso nos permite trabajar in situ, en la ribera, en medio del río, en medio de la naturaleza, que decía mi colega anterior. Por tanto, este es un objetivo fundamental. En centros penitenciarios, cada vez que una persona entra en un centro penitenciario se le hace un despistaje de enfermedades. Y, por tanto, nos permite saber cuál es su situación, tratar las reinfecciones, que es un problema importante, y además hemos puesto una enfermería de enlace para mejorar la vinculación con los especialistas externos cuando hay una excarcelación. En hombres que practican sexo con otros hombres estamos trabajando con el fenómeno que en Barcelona es importante, que es el fenómeno chemsex, y ampliando la cobertura vacunal de A+B, y además trabajando con acciones de sensibilización e información a través de las propias entidades comunitarias. Tenemos unas 40 entidades comunitarias en Cataluña, muchas de las cuales trabajan en hombres que hacen sexo con otros hombres. En drogas, en usuarios de drogas, muy importante.
Perdón, en infecciones ocultas, disculpa, aún no había entrado en drogas. Hemos hecho un modelo de facilitación del diagnóstico, lo que llamamos el test reflex. Es decir, que cuando a una persona le sale en un análisis de sangre un anticuerpo positivo, automáticamente el laboratorio, sin pedir ninguna información, hace el test de RNA y, por tanto, ya sabemos que es virémico. Le llega una alarma al médico de atención primaria que le dice: tienes un paciente que debe ser tributario de tratarse y, por tanto, lo puedes seguir. Y esta alarma va también al hepatólogo de la zona para que lo sepa. Por tanto, en una sola operación detectamos cuál es la situación. Segundo problema, a partir de ahí, recuperar todos los pacientes que tengan un diagnóstico. Antes del 2015, mucha gente tenía diagnósticos de hepatitis C o en hospitales o en centros de primaria, pero con anticuerpos. ¿Cuál es su situación actual? Entonces, sabemos cuánta gente tenemos así y podemos recuperar a estas personas. Hemos creado un mecanismo para recuperarlas. Hemos creado un referente en cada equipo de atención primaria. 500 centros de atención primaria, cada uno tiene un referente de hepatitis C. Y por último, hemos hecho una formación especializada. En personas que se inyectan drogas con conductas de riesgo, lo que hemos hecho es trasladar toda la historia de patología a los centros. Ir a la ribera, que decía mi compañera, introducirse en la naturaleza, en medio del río. ¿Y cómo lo hemos hecho? Ofreciendo el diagnóstico, lo hacemos intentando que tanto el diagnóstico como el tratamiento se haga in situ, en el mismo centro. Y eso significa facilitar el diagnóstico, y esto es analítica en sangre total mediante test reflex, sangre seca y GenExpert en muchos casos, y test rápido de anticuerpos si no hay otra opción. Pero los dos primeros es lo más importante. Y hemos hecho un protocolo, un modelo de intervención en usuarios de drogas. En personas que se inyectan, en centros penitenciarios, cribado sistemático. En hombres que practican sexo, lo mismo. Y en personas emigrantes hemos hecho un programa piloto muy importante. Acudimos a sus reuniones de trabajo, acudimos a sus áreas de culto, a sus ámbitos religiosos y les planteamos la posibilidad de hacer un diagnóstico in situ. Se lo hacemos e incorporamos el tratamiento de forma inmediata. Este es ya un estudio con 500 pakistaneses, que es una población importante en Barcelona. Por tanto, otro punto importante es coordinar, facilitar el acceso al tratamiento, el linkage to care. Antes una persona iba primero a un centro de drogodependencias, desde el centro de drogodependencias le enviaban a un centro de atención primaria, en el centro de atención primaria le hacían una analítica, tenía que volver para la analítica, si era positiva le hacían una prueba de viremia, si era positiva le llamaban para que fuera a un hospital y se tratara. Esto es imposible, se pierde en el 90% de los casos. ¿Qué hemos planteado ahora? ¿Qué estamos haciendo? Hemos eliminado 2 pasos. Y, por tanto, la persona que está en un centro de tratamiento de drogas o en un centro de reducción de daños, pinchándose en un centro de una de nuestras salas de venopunción higiénica, se le diagnostica y se le trata en una semana en el mismo lugar. Y como los tratamientos son cortos, en estos momentos ya todos los que hemos iniciado están en fase de curación. Por lo tanto, es posible tratar in situ en los propios centros, desplazar el equipo, el fibroscan y el equipo de patología a los centros, no tan solo de drogas, no, sino centros y salas de venopunción higiénica. Esto es un cambio muy importante. En población usuaria de drogas, por tanto, planteamos estos 3 modelos, pero el modelo que apostamos es el screening, el diagnóstico y el tratamiento en el mismo lugar. Evidentemente hay un quinto punto importante que es mejorar el grado de sensibilización e información general. Y eso, como ha dicho mi colega anterior, también conmemoramos el Día Mundial de la Hepatitis, impulsamos las semanas de cribado, damos apoyo y tenemos mucha relación con las asociaciones de afectados de hepatitis C de Cataluña, hacemos materiales, vídeos, aquí no tengo tiempo de explicarles, y mucho apoyo a las entidades colaborativas. Y termino ya con la parte de la cascada, pero la cascada en el buen sentido de la palabra, en el lago que decía él, en el sentido de intentar monitorizar qué es lo que nos sucede. Y aquí, evidentemente, tenemos muchos sesgos, pero les he puesto una potencial orientación. Si considerásemos los casos que tenemos de viremia en Cataluña, estaríamos ante 30.000 casos. Como hemos tratado 28.000,
casi habríamos tratado todo el mundo, pero somos conscientes que estos 30.000 quizás no reflejen la totalidad, porque las poblaciones más ocultas que no van a los centros de primaria no se las ha screenizado correctamente. Entonces miro otra cifra, mucho más exagerada, que es 52.000 personas, procedentes de diagnósticos que existan a lo largo de la historia, en la historia clínica de algunos pacientes a los que tenemos acceso. Y con eso ya nos daría una proporción distinta. Es decir, con el primer caso estaríamos en un 93% de tratados, en el segundo el 53%. Y finalmente, de los que hemos tratado, esto sí que tenemos detalles, tenemos un 96,4% de carga viral sostenida y, por tanto, de curación. Por tanto, termino. Eliminar la hepatitis C es posible. Muy pocas veces en el campo de la medicina y en el campo de la salud tenemos instrumentos para curar una enfermedad. Hoy es posible. Creemos fundamental una perspectiva de salud pública. Eso significa un modelo integrativo y comunitario donde los propios actores, los peers, los infectólogos, los hepatólogos, los médicos especialistas, los de atención primaria, la gente de salud pública que trabaja en el territorio, el tejido comunitario, trabajen conjuntamente. 4 elementos clave. Reducir el número de nuevas infecciones, eso significa prevención. Disminuir el retraso de los diagnósticos, y eso significa detección precoz. Detectar infecciones ocultas y asegurar la provisión de tratamiento. Especial énfasis con la población clave, pero no con la idea de segregar o estigmatizar, al contrario, sino con la idea de incorporar, de ayudar, de igualar. Y finalmente, sin un apoyo coordinado de todos los actores, nos parece que esto es imposible. Esta es una figura muy típica de Cataluña, no sé si ustedes están acostumbrados a ver lo que llamamos castells, que se crean con la piña de muchísimas personas y a partir de ahí va creciendo un castillo de hasta 6 o 7 u 8 personas encima de una torre. Esto es una cosa muy especial y singular de nuestro país, de Cataluña, pero sin esta piña que hay abajo, esta gente que empieza a subir nunca llegaría arriba. Y me acuerdo de una frase que cuando conocí a Nelson Mandela en el Congreso de SIDA del año 2000 en Durban, me llamó la atención y pensé que era muy relevante para estos casos. Dice, la calidad de una sociedad se mide según la dignidad y el cuidado con el que trata a sus miembros más vulnerables. Este yo creo que es un gran deseo para nuestro colectivo. Muchísimas gracias. Gracias. On va donc enchaîner, comme nous l'a recommandé Arkaitz, par la micro-élimination avec Karine Lacombe. On est un peu bousculé, on s'excuse. Mais... Oui, alors moi j'espère que je vais respecter mon temps parce que mon topo est peut-être un peu long, mais on va voir. Mais non, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Il n'y a pas quelque chose pour passer diapo? Merci beaucoup. Ceci dit, vous allez voir que finalement, je me rends compte, alors qu'on ne s'est pas du tout concerté avec les autres orateurs, que je fais quelque chose qui va un petit peu englober tout ce qui a été dit ce matin. Donc ça va faire un bon résumé de tous les enjeux auxquels on fait face pour aboutir à la macro-élimination, en fait l'élimination de l'hépatite C. Donc, je vais vous rappeler ce qu'on vous a déjà un peu dit ce matin, que les hépatites virales représentent un poids de santé publique qui est extrêmement important. Vous voyez entre 1990 et 2013 que les hépatites se sont hissées au 7e rang des causes de décès. Et on voit d'ailleurs sur ce schéma entre 2000 et 2015 qu'il y a une augmentation importante des décès liés aux hépatites qui maintenant ont dépassé ceux du VIH et de la alors presque pareil que la tuberculose, mais plus important que le paludisme. Si on regarde un petit peu par virus, on voit qu'en Europe, la mortalité par les hépatites est principalement due à l'hépatite C. Vous voyez ici la mortalité et la proportion attribuable à chaque virus, donc vraiment en Europe conditionnée par l'hépatite C. Et c'est la raison pour laquelle l'OMS, en 2016, quand elle a défini sa stratégie pour les 5 ans à venir, a mis pour la première fois dans son agenda l'élimination des hépatites B et C pour 2030. Alors,
Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé dans un contexte particulier que vous connaissez, qui est l'accès, enfin, qui est même l'arrivée sur le marché des antiviraux directs, avec un accès de plus en plus large, dont on a pu montrer qu'il avait vraiment amélioré de façon significative le pronostic de l'incidence des maladies terminales du foie. Alors moi, comme je suis infectiologue, j'ai surtout pris des exemples parmi les patients co-infectés, mais on voit exactement la même chose chez les patients mono-infectés. Donc dans cet exemple qui nous provient du Canada, qui vient d'être publié très récemment, vous voyez qu'entre 2003-2012, avant l'ère des DA et 2013-2017, eh bien, quel que soit l'âge, on a une diminution très importante de l'incidence des maladies terminales du foie. Donc c'est ce qu'on appelle des séries temporelles. Arrivée d'un médicament, on voit un impact sur le long terme sur les maladies que guérissent ces médicaments. Et un point extrêmement important pour nous, infectiologues, c'est que l'on a constaté pour la première fois que grâce aux antiviraux directs, eh bien, la morbimortalité liée à l'hépatite C chez les co-infectés était devenue similaire à celle que l'on voit chez les mono-infectés, ce qui n'était pas du tout le cas avant l'arrivée des DAA. Donc on est vraiment dans une ère extrêmement dynamique pour éliminer une maladie qui, malgré tout, reste encore, elle aussi, dynamique, comme vous pouvez voir ici, avec une incidence qui est assez élevée, à 1,75 million de nouvelles infections par an, principalement liées à l'usage de drogue et à la transmission nosocomiale, pour une prévalence globale de 71 millions de personnes infectées. Alors, je suis un peu petite parce que je ne vois pas toutes mes diapos. Donc l'OMS, dans les suites des recommandations de l'Assemblée mondiale de la santé, a émis des objectifs très précis en termes de réduction du nombre de nouvelles infections et de réduction de la mortalité. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des objectifs programmatiques qu'ensuite chaque pays doit s'approprier et adapter en fonction de son contexte. Alors, les objectifs, donc vous les voyez ici, entre 2015 et 2030, et évidemment, quand on regarde à quoi ça doit aboutir, eh bien, c'est de passer de moins de 5% de diagnostic à plus de 90%. Donc, vous voyez qu'on a du chemin à faire, et puis 3 millions de personnes traitées d'ici 2020, avec 80% des personnes qui sont éligibles au traitement, donc qui doivent être traitées, qui effectivement sont amenées au traitement en 2030. Donc vous voyez des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. Et pour atteindre ces cibles, quelles interventions ? Eh bien, les interventions, vous les voyez ici. Alors, je vous ai mis ce qui concerne principalement le soin et le traitement. Et vous voyez que, en termes de réduction des risques, de diagnostic de l'hépatite C ou du traitement de l'hépatite C, le niveau en 2015, c'est en bordeaux foncé. La cible en 2030, en marron clair. Vous voyez qu'on en est encore très, très loin. Effectivement, alors je vous ai repris un état des lieux un peu global qui est sorti en 2017, donc c'est un état des lieux de 2015, au tout début de l'implémentation de tous les projets dont on vous a parlé tout à l'heure. Eh bien, on en était encore très loin du diagnostic et très loin de la mise au traitement. Il y a beaucoup d'interventions, de modèles d'intervention qui ont été publiés. Vous les avez listés ici, avec des résultats qui sortent petit à petit en conférence. Ce qui est surtout que l'on voit très bien sur ce schéma, c'est qu'en fait, ces interventions efficaces, c'est vraiment un continuum de soins. On vous en a parlé tout à l'heure, le dépistage. J'ai trouvé que l'allégorie avec la pêche à la mouche était très intéressante, parce que vous voyez qu'on est vraiment partout. Il faut vraiment agir du début de la cascade de soins, c'est-à-dire d'aller vers les patients, les dépister pour ensuite les amener au traitement et puis surtout faire en sorte que ces patients ne se réinfectent pas. Et le stade ultime, c'est chez les patients guéris, surveiller l'évolution de la maladie hépatique. Alors, un exemple de l'impact de toutes ces interventions sur l'incidence et la prévalence de l'hépatite C, j'ai pris le cas particulier des usagers de drogue et le cas à Montréal, puisque c'est une des publications qui a montré qu'il fallait offrir une prise en charge vraiment intégrée de l'hépatite C si on voulait avoir un véritable impact sur l'incidence et la prévalence. Donc vous voyez ici que c'est de la modélisation, donc c'est pour montrer vers quels sont les meilleurs modèles qui marchent en termes de coût-efficacité et d'impact sur l'incidence et la prévalence. Vous voyez que cette étude a montré que c'était un scénario
combinée de plusieurs interventions. D'abord, diminuer le temps du diagnostic et le délai aux soins. Donc, quand un patient s'infecte, avant qu'il soit dépisté, il ne doit pas s'écouler plus de 6 mois si on veut avoir un vrai impact. Ensuite, le lien aux soins. Un patient qui est dépisté, il faut que ce lien aux soins se fasse dans les 6 mois qui suivent le dépistage. Il faut ensuite diminuer les perdus de vue. Donc, une fois que le patient est dépisté, on vous a dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que quelqu'un est dépisté qu'il va entrer dans le soin, malheureusement, et que le taux de perdu de vue peut être très important, et ça obère de façon très élevé l'impact qu'on peut avoir sur l'incidence et la prévalence. Donc la baisse du perdu de vue, évidemment le traitement pour tous à tous les stades de fibrose, avoir des médicaments dont l'efficacité est supérieure à 90%, et enfin que le taux d'initiation de traitement augmente au moins jusqu'à 20%. Et vous voyez que dans ces situations, dans ce modèle précis des usagers de drogue à Montréal, mais qui est très proche du système, des modèles qu'on peut avoir en France, on va avoir un impact. Alors, quelles sont les clés de l'élimination de l'hépatite C? Des stratégies de dépistage, des molécules pangénotypiques, une simplification du suivi, évidemment prévenir la réinfection, extrêmement important, et puis de la volonté politique pour aboutir finalement à l'élimination de l'hépatite C. Donc tous ces modèles-là se déclinent au niveau des populations à risque, et c'est ça qu'on va appeler la micro-élimination. Alors les stratégies de dépistage innovantes, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec le topo de François. Donc c'est ce qu'on appelle passer des visites multiples à la visite unique. Et pourquoi ne pas arriver vraiment à un test and treat de l'hépatite C? On dépiste, on met sous traitement. Alors, bon, là, j'avais repris, mais je vais aller très vite. Ça, c'est le concept de la multiple visite. Toutes ces différentes visites, on teste la présence des anticorps, on fait ensuite l'ARN, et ensuite, on traite, etc. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs visites, et à chaque point de ce suivi, on a des risques de perdu de vue. Et ça a été très bien montré dans plein d'interventions qui sont actuellement publiées. Et le single visit, en fait, il faut utiliser un test diagnostique qui va montrer tout de suite la réplication. Il y a une vraie hépatite active, on traite, et ensuite, évidemment, on va donner tout ce qui est counseling et tout pour réduire le risque de réinfection. Donc vous voyez qu'en un système qui est beaucoup plus court, on va être dans une optimisation de ces stratégies de dépistage. Ensuite, dans les stratégies de dépistage actuelles, on n'utilise pas de façon systématique le point of care, c'est-à-dire le TROD, en gros, que ce soit du TROD anticorps ou du TROD ARN VHC. On reste encore très laboratoire centré. On envoie à l'extérieur la prise en charge, les prélèvements qui sont faits. Donc là, quand je dis, là je vous ai mis une photo d'un centre de prise en charge des usagers de drogue que l'on avait monté avec Médecins du Monde au Vietnam. Ce type de centre-là, vraiment dans la communauté, dans lequel on peut faire des TROD et proposer le traitement, c'est ce qu'on appelle vraiment le modèle décentralisé basé sur les point of care. Et puis, vous avez le modèle centralisé avec les grosses machines vers lesquelles arrivent les prélèvements. Ce qui est très important, c'est de faire du coût-efficacité de ces différentes stratégies. Parce qu'en fonction des contextes des pays, une stratégie sera plus efficace que l'autre, et il faut savoir lesquelles. Je vous ai parlé de ces outils point of care, de tests de l'ARN du VHC. Alors, on a de la chance maintenant d'avoir plein de machines. On est vraiment dans une ère d'innovation thérapeutique. Donc là, je vous ai mis le Gène Expert, le Gène Drive, et puis on a plein d'autres qui arrivent, qui sont en cours d'évaluation. Et puis on a même un test qui coûte moins cher que l'ARN VHC, qui s'appelle l'antigène du corps de l'hépatite C. Donc pour l'instant, c'est une grosse machine. Alors, je vous ai mis ici des résultats d'une étude de comparaison que l'on a faite avec de l'ARN en Afrique subsaharienne, puisque c'est quand même aussi dans les pays à ressources limitées qu'on a le plus grand nombre de patients à traiter pour l'hépatite C. Vous voyez que ça pourrait très bien remplacer l'ARN du VHC. Le problème, c'est que pour l'instant, il faut centraliser les prélèvements, mais heureusement, il y a des tests rapides de détection de l'antigène du corps qui sont développés et dont le financement du développement est assuré par FIND avec un soutien de United.
Il faut également explorer de nouveaux modes de dépistage. Donc ça, on en a parlé, hein, le dépistage intégré avec les 3 virus. Il y a des machines qui sont en train d'être développées pour dépister en 10 minutes hépatite B, hépatite C et VIH. Extrêmement important. Et puis un autre mode de dépistage qu'on a très rapidement abordé tout à l'heure avec la présentation de François, ce sont les autotests. Dans quelles circonstances on pourrait utiliser des autotests? Alors moi, ça m'interroge beaucoup. C'est très à la mode hein, pour le VIH et on sait que ça peut vraiment améliorer le lien aux soins. En revanche, pour l'hépatite C, on voit bien que le contexte est différent parce qu'un autotest sont des anticorps, donc une population qui est à fort risque d'avoir déjà été infectée, probablement que dans cette population-là, l'autotest ne sera pas efficace. En revanche, si on veut dépister des patients qui ne sont pas à risque connu, donc ces milliers de patients qui arrivent en consultation à 50, 60, 70 ans parce qu'ils ont par exemple eu un test avant une intervention chirurgicale, peut-être que ces autotests peuvent toucher ce type de population. Et ce qui a été montré dans ces études, parce que c'est la grande question, comment quelqu'un qui va se retrouver avec son autotest positif à domicile va réagir, eh bien, on commence à avoir des études sociologiques, psychosociologiques qui montrent que les autotests sont acceptables. Donc l'enjeu global, c'est vraiment passer de ces multiples visites au test and treat, une visite, on teste, on traite, exactement comme on essaie de le faire dans le VIH. Un point aussi essentiel, et on n'a peut-être pas encore assez insisté dessus, c'est ce qu'ils appellent en anglais le contact tracing, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un patient qui est dépisté, eh bien, faire une notification en fait à tous les partenaires d'injection, à tous les partenaires sexuels quand il s'agit d'hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, etc., pour justement faire ce maillage et amener aux soins toutes les personnes qui sont en contact avec la personne infectée. Et je pense que ça, pour l'hépatite C, on ne l'a pas encore suffisamment fait en France. On commence à le faire avec le VIH, mais on sait qu'il y a des problèmes éthiques derrière. Mais par exemple, en Angleterre, en Australie, ce principe de la notification du partenaire est essentiel et a été complètement intégré dans les politiques de dépistage. Donc, je vous ai parlé de la première pierre. La deuxième, je vais aller très vite, molécules pangénotypiques, on les a. On sait que ça marche chez les usagers de drogue. On sait que ça marche même chez ceux qui continuent d'injecter. Donc voilà, il faut utiliser ces médicaments sans avoir de frein par rapport à un usage de drogue, une situation de désinsertion, etc. Et c'est là que, je ne sais pas, la personne d'Assud non, est peut-être plus là, je ne sais pas, mais des associations comme Assud, par exemple, peuvent vraiment aider à mettre dans le soin les personnes usagères de drogue, même quand elles sont encore en contexte actif d'injection. Alors, plus que l'efficacité, c'est l'accès aux antiviraux. Et par exemple, dans cette étude qui est de la modélisation, on voit bien que quand l'accès aux antiviraux est élevé, par exemple ici, chez les patients infectés par le VIH et l'hépatite C, plus de 90% de couverture, eh bien, on voit que là, on a un vrai impact, c'est les petites courbes en rouge que vous voyez en bas, on a un vrai impact sur le nombre de personnes, donc là, sur la prévalence et l'incidence de l'hépatite C. Troisième clé importante, la simplification du suivi. Le paradigme de simplification, c'est de ne pas amener les gens aux soins, mais d'amener le soin aux personnes infectées. Et c'est là qu'on rentre aussi dans la pêche à la mouche, aller aux endroits où il y a ces populations à risque et leur apporter le soin et non pas tout centraliser. La clé, ça va être la délégation des tâches, la décentralisation et les populations cibles, donc bien connaître les populations cibles dans les contextes dans lesquels on travaille. Je voulais juste vous montrer que quand même, la simplification du soin doit prendre en compte les populations dans lesquelles on va intervenir. Et dans cet essai, qui est un essai international où on a évalué avec tout ce qu'il fallait sur le plan statistique pour montrer une différence entre
une stratégie simplifiée. On met les patients sous traitement, contact téléphonique pendant le traitement, on les revoit 12 semaines après la fin du traitement, versus un suivi standard où on voit les patients relativement régulièrement, hein, ce qu'on fait maintenant. Alors on voit qu'en fait, la SVR, donc la réponse au traitement, est très bonne, 95% chez les patients qui sont dans le bras standard versus 92%, mais malgré tout, sur le plan statistique, il y avait quand même une légère moins bonne efficacité du bras très simplifié versus au bras standard. Alors, quand on regarde d'où vient cette différence d'efficacité, on voit qu'en fait, c'est simplement les perdus de vue. Bien, donc, dans cette étude, il y a eu beaucoup de personnes en situation précaire qui ont été incluses. Et bien, pour ces personnes-là, on voit bien qu'une simplification extrême peut aboutir en fait, à un départ du soin. Donc, simplifier, oui, mais faire très attention à la population dans laquelle on simplifie le traitement. Je vous rappelle ici le suivi simplifié tel qu'il est préconisé en France. Et quand on décentralise maintenant le traitement, et on espère que de plus en plus de XAPA et de structures communautaires pourront traiter, eh bien, il faut bien savoir, il faut déjà que les personnes soient bien informées et bien savoir identifier les personnes auxquelles on pourra proposer un suivi simplifié. Autre clé, c'est la prévention de la réinfection, extrêmement importante. Pour se réinfecter, il y a 3 clés importantes. Il faut déjà avoir été traité avec succès, et on voit qu'on a de plus en plus de patients qui sont traités, donc un risque de réinfection qui va augmenter. La deuxième clé, c'est que les sujets qui évoluent dans un groupe à forte prévalence restent très infectés, par exemple les usagers de drogue et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Puis enfin, les sujets à haut risque, c'est-à-dire quand on a une persistance du risque, qu'on continue par exemple à s'injecter des drogues sans réduction des risques, eh bien, on va être évidemment exposé à se réinfecter. Et sur cette diapo, vous voyez en fait, on a les 3 clés, prévalence élevée, groupe à risque élevé et taux élevé de traitement. On est dans un contexte où on va avoir de la réinfection, donc il faut savoir identifier ces personnes qui vont se réinfecter. Dernière clé, la volonté politique, très importante. On voit que les choses ont évolué en France depuis 2016. Je crois qu'en 3 ans, on a fait beaucoup de progrès. D'abord l'accès universel, ensuite l'intensification des actions de prévention et de dépistage. Ensuite, un modèle de prise en charge qui n'est plus centralisé, mais qui est déconcentré. Et c'est important que ce soit les politiques qui le disent, parce qu'on a besoin des politiques pour avoir l'argent, pour implémenter toutes ces stratégies. Et enfin, l'ouverture des antiviraux directs en pharmacie, accès en pharmacie, je pense à un point essentiel. Et puis surtout, l'élargissement des prescripteurs, puisque depuis mai, tout médecin peut prescrire les antiviraux directs. Et tout ça, ça va aboutir à l'élimination de l'hépatite C. On voit bien que c'est ces différents modèles de micro-élimination dans les populations à risque qui va aboutir à cette macro-élimination. Et sur le plan mondial, vous voyez ici dans ce scénario de macro-élimination, que c'est là aussi toute une conjonction de diverses interventions de micro-élimination qui va marcher. Si on veut aboutir à ces 3 cibles dont on vous a parlé depuis le début de la matinée, qui va être les moins 65% de mortalité, moins 85% d'incidence, ce que cette modélisation a montré, c'est qu'il fallait qu'on améliore la sécurité transfusionnelle, le contrôle des infections, donc réduction des risques chez les usagers de drogue, l'accès aux antiviraux directs dès le diagnostic, et puis un point extrêmement important qu'on voit ici, et c'est uniquement ça qui fait la différence entre la courbe jaune et la courbe rouge, c'est le dépistage décentralisé, dépistage et prise en charge décentralisée pour agir sur la mortalité. Et voilà, je voulais merci pour votre attention. Formidable, Karine, tu as tout résumé et tout se recoupe, que ce soit en Catalogne ou en France, et l'image de la pêche à la mouche ne va plus nous quitter. Donc, on fait vite du brainstorming et notre président arrive pour écouter ces discussions rapides, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une pause. On a commencé en retard, mais vite, un échange bref. J'ai bien vu, effectivement, on s'est laissé prendre par les événements.
l'intérêt du sujet. Alors, une question burning. Allez, j'ai 2 burning. Alors, une burning ici. Vous êtes burning. Bon, puisqu'on est dans les jeux de mots, je continue burning. Je suis étonné parce que je m'attendais à ce que Pascal Melun nous parle encore de retourner des bureaux comme il y a 15 ans. Effectivement, j'ai trouvé un Paul Newman qui nous parle de « Au milieu coule une rivière ». En fait, les questions qui sont posées sur les 15 années qui se sont passées, elles sont toujours les mêmes. On a montré que de faire de la consultation en one-shot, ça marchait. Moi, grâce à mes premières rencontres avec Pascal Melun, qui ne se souvient sûrement pas de moi, mais je l'écoutais sérieusement, que ce soit dans le DU de Poinard ou etc., où dans un XAPA de banlieue, on est capable de faire en un seul lieu la prise en charge à dicto, de l'ordonnance à tiroir. Alors à l'époque, on s'interrogeait sur la question éthique des ordonnances à tiroir, mais en un seul prélèvement, surtout chez les malades implicables, on avait toute la panoplie jusqu'à l'ARN et la décision de traitement, et on faisait venir le gastro dans notre association. Donc on faisait tout sur place, et on était vachement contents. Sauf que, et là c'est peut-être un peu le bémol, je trouve qu'il y a beaucoup d'optimisme, et je suis vachement content d'entendre tout ça ce matin. On est dans des situations de structure fragile, le XAPA est parti en vrille, la prise en charge, les retests faits régulièrement chez personnes à risque, je pense que c'est très mauvais. L'accès aux soins est sans doute moins bon aujourd'hui. Quand je vois maintenant, je suis passé à l'hôpital, quand je fais des diagnostics de maladies je travaille, alors c'est peut-être une évolution qui est vraiment le reflet de ce que vous racontez tous. Je me retrouve non plus à dicto dans un XAPA, mais à faire du Cégide, à faire de la lutte antituberculeuse, à travailler avec la passe d'à côté. Et on voit bien tous ces ponts qui se sont mis en place et aller en plus dans les CADA faire des dépistages. Eh bien, dans le CADA, on fait du dépistage VIH. Pour faire passer le TROD VHC, c'est pas gagné. Donc, il y a encore du boulot. Quand on fait des perdus de vue sur des dépistages en Cégide, on oublie de prendre le numéro de téléphone du sujet, même dans les consultations anonymes, ce qui permet d'éviter des perdus de vue. Enfin, on s'aperçoit qu'il y a quand même des mailles du filet. Quand on veut installer des distributeurs de seringues, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 15 ans. La pêche et la mouche, hein, c'est pas facile. Hein. Non, réellement. Donc, voilà, donc c'est un petit peu la temporisation que je voulais introduire. Je ne parle pas des patients que je mets sous méthadone et que le XAPA du coin ne sait pas prendre en charge. C'est tout à fait de la pêche et la mouche, là. Vous êtes en plein. Voilà. Vous êtes en plein. On est bien d'accord, c'est pas gagné du tout, il faut qu'on y aille. Ceci dit, deuxième burning question. Bossé, hein. Deuxième burning et last one. Oui. Merci de me donner la parole. Xavier Aknin, médecin généraliste à Gagny. Donc ça me permet de mettre en exergue la médecine générale dans les objectifs. Donc je partage tout à fait les objectifs qu'a clairement énoncé Karine Lacombe pour pouvoir obtenir effectivement l'objectif de l'élimination, notamment les stratégies de dépistage, l'idée du test and treat qu'il faut effectivement mettre en place en un même lieu. Pour la médecine générale, moi je mettrais en avant 2 priorités. C'est premièrement qu'effectivement le médecin généraliste puisse prescrire à tout patient un dépistage, au moins un dépistage dans la vie de tout patient. Je pense qu'on n'y est pas encore. C'est quelque chose qu'il faut arriver à faire passer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même en médecine générale plein de patients qui demandent à faire des bilans, notamment pour de la fatigue. Et donc, quand un patient ou une patiente demande à faire un bilan, il faut saisir l'opportunité pour intégrer un dépistage de l'hépatite C dans ce bilan. Voilà, c'était les 2 points que je voulais évoquer. Merci beaucoup. Vous voyez, le grand chef est là et il nous demande de libérer pour la prochaine session. En tout cas, merci aux orateurs. C'était très intégré, très vivant. Et on est inspiré.